Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur votre antenne, sur la chaîne du peuple avec qui chaque jour nous tentons de vous apporter des éléments importants pour l'avenir du Cameroun, mais surtout nous tentons de comprendre tout ce qui gravite autour de la République, nous tentons en même temps de vous restituer l'information telle que recoupée, vérifiée, bien goupillée et nous les mettons au quotidien à votre disposition. Qui sont ceux qui tentent aujourd'hui de déstabiliser la chaîne du peuple, qui sont ceux qui tapent dans l'ombre, tentent en même temps de prouver aux uns aux autres que les informations portées sur nos antennes ne sont pas crédibles. Pourquoi intimider toute intervention sur les antennes d'Equinox Télévision? Pourquoi tout mettre en œuvre pour éloigner autant que possible tous ceux qui aimeraient bien apporter des témoignages sur notre antenne? Effectivement, mesdames, messieurs, qui sont ceux tapis dans l'ombre qui voudraient effectivement ne pas permettre que nous puissions travailler au quotidien pour la cause des plus faibles, donner la parole à ceux qui ne sont pas forts en même temps, effectivement écouter le peuple aujourd'hui qui semble être pris dans l'étau de ceux qui les oppriment au quotidien. Il est important de préciser qu'après les éditions des journaux radio et TV de la télévision publique et de la radio publique nationale hier, les allégations ont été longuement portées sur les réseaux sociaux et les commentaires sont allés dans tous les sens. À chacun d'ailleurs de se livrer à son petit commentaire et de donner son point de vue, à chacun en même temps de donner sa petite pensée et surtout d'interpeller X ou Y entité de médias à faire bien évidemment la lumière sur la question de la sortie de Dame Diomo. Il est important, mesdames, messieurs, de revenir ce matin sur cette déclaration, cette sortie, ce communiqué rendu public par le président, directeur général du groupe La Nouvelle Expression qui communique. Equinox Télévision a suivi avec stupéfaction et indignation un montage diffusé ce jeudi 19 novembre 2020 sur les antennes d'une radio de la place. Equinox Télévision réitère son communiqué du 10 novembre 2020 par lequel elle s'inscrivait en faux contre les allégations de même acabit concernant le passage de Dame Stéphanie Diomo sur ses antennes le mardi 3 novembre 2020. Equinox Télévision s'indigne effectivement qu'un média de surcroît de service public ait ainsi bafoué les canons les plus élémentaires du métier de journaliste et restons fidèles à sa démarche professionnelle. Equinox Télévision présentera sans délai des faits qui apporteront la lumière sur cette affaire. Equinox Télévision se réserve en temps opportun d'utiliser toutes les voies de droit qui s'offrent à elle pour rétablir son honneur et sa réputation, signée bien évidemment du président directeur général du groupe La Nouvelle Expression. On l'a entendu, madame, messieurs. Merci à vous, merci à tous de rester présents sur nos antennes. Assurément, nous en reparlerons au courant de l'émission et nous tenterons de revenir sur les grandes lignes ou encore les grands moments de cette journée folle qui a été marquée hier par plusieurs sorties et nous essayerons effectivement de revenir sur la sortie de l'ONG Mandela Center qui a fait un certain nombre de révélations à écouter, à entendre, mais surtout à analyser au courant de votre édition 10-12 le Zénith avec la grande famille ce matin. Charles Amem Bachou, Bonbon Bengan Kandie, Dominique Odoyengelek et Karine Santia, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12 h, mesdames et messieurs, nous allons encore et toujours vous servir. Charles Amel, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Le climat est très morose. Le ciel du Cameroun est véritablement noir. Des plaintes ci et là, des mouvements d'humeur à gauche comme à droite, avec à la clé des décès incompréhensibles. Bonjour à monsieur le ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Monsieur le ministre, on parle de 15 personnes, de 22 malades en état chronique dans la ville de Bertoua. Sur ces 22 malades chroniques que l'hôpital a rejetés parce que malades et souffrant des insuffisances rénales, 15 sont déjà décédés. Monsieur le ministre, c'est avec un ton grave que je vous dis qu'à Maroua, le centre d'hémodialyse est pratiquement en arrêt. On est à 40 morts à l'extrême nord. Avec tous ces élites qu'on a au nord, franchement, pourquoi tant de morts? Pourquoi tant de morts?
Les élites sont-ils la solution? Peut-être la question est posée ce matin, Charles Membachou. On sait en même temps qu'il y a... On a Ali Mayatou, ils sont nombreux qui se plaignent. L'eau ne serait-ce que ne coule pas. On est à 40 morts. Est-ce que vous savez que c'est un Aladi qui lui-même vient de décéder, qui faisait venir les kits d'hémodialyse du Soudan pour partager ses connus à Marois? On est à 40 morts. On a 15 déjà à Bertois. Ça n'arrive pas. Il y a une rareté, M. Michel Gachou. Très bien. Malgré, bien sûr, la politique nationale de santé publique, madame, messieurs, on est quand même en droit de se poser toutes ces questions. Se poser également les questions de savoir, finalement, on sortit hier de Maître Tangana, l'actuelle bâtonnière de l'Ordre des avocats du Cameroun. Comment peut-on analyser réellement sa déclaration? Qui sont ces policiers qui ont tenté, qui sont entrés, bien sûr, en rixe avec les avocats le 10 novembre dernier au tribunal de première instance de Bonanjo, ici même dans le littoral à Douala? Qui sont ceux-là? Sont-ils identifiés? Effectivement, des poursuites judiciaires contre ces derniers, on entendra parler dans les jours à venir. Merci de garder le bon cap, madame, messieurs, sur les antennes Equinox Télévision. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Nous courons déjà mi-novembre avec le système des mi-temps dans certains de nos lycées. Certaines classes n'ont toujours pas d'enseignants, n'ont toujours pas eu de cours faute d'enseignants. On l'avait dit ici, pour le moment, nous ne citerons pas le nom de ces établissements scolaires-là, mais ça c'est les délégués départementaux, les délégués régionaux des enseignements secondaires savent très bien que beaucoup de nos élèves n'ont pas eu de cours dans certaines matières depuis le début de l'année, précisément parce qu'il manque d'enseignants pour cause de mi-temps. Merci beaucoup, mon Bengan Kandji. Madame, messieurs, encore des questions ce matin. Dans quelles conditions allons-nous organiser aujourd'hui les élections régionales dans le nord et sud-ouest Cameroun, quand les populations déplacées sont toujours hors de ces territoires, quels sont les chefs traditionnels avec lesquels on devrait bien évidemment compter pour l'organisation de ces élections régionales dans le nord et sud-est Cameroun? Quelle crédibilité pourra-t-on apporter à ces élections régionales? Pourquoi et maintenant, quand on sait que demain samedi, la campagne commencera effectivement? Qui sont ceux-là sur qui le dévolu a été jeté? Le peuple les connaît-il? A-t-on une confiance qui leur sera accordée quand on sait que dans certaines localités, notamment ici à Yabassi, il y a un haut commis de l'État, une ponte bien sûr du régime qui tente bien sûr de faire passer sa liste, et au moment où nous vous parlons, certains chefs traditionnels sont en train de fuir la localité de peur de représailles parce qu'en réalité sur eux pèsent des menaces de mort. C'est assez grave, on en reparlera au courant des prochaines éditions de 10-12 le Zénith sur nos antennes. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel et bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour également à vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte les récriminations d'un papa qui dit avoir émis son avis, avoir estimé qu'il y a eu une mauvaise gestion au niveau de l'APE dans l'établissement de son enfant, et depuis lors, c'était lors d'une réunion, et depuis lors, son enfant est menacé dans cet établissement scolaire-là. On est dans la ville de Kribi. Voilà. Comment allons-nous en sortir, madame, messieurs, du bourbier camerounais aujourd'hui? Quel regard, vous, Camerounais, jetez-vous sur le pays? Comment en sortir? Qui est à l'origine des nombreux malheurs du Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qui se trame aujourd'hui concernant Equinox Télévision aussi? Il faut peut-être en parler. Pourquoi? Attention, jetez-vous le dévolu sur les journalistes que vous souhaiterez bien sûr extirper. Qu'est-ce qui vous anime, vous qui êtes dans les fins limiers de la police, après avoir attaqué un certain nombre de personnes, après avoir attaqué l'ordre national des avocats aujourd'hui, vous attaquez aujourd'hui au groupe La Nouvelle Expression, et vous voulez désormais extirper les journalistes afin de fragiliser la chaîne de l'intérieur. Madame, messieurs, nous restons focus, nous travaillons pour le peuple et le peuple nous suivra toujours.
L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, il s'agit de quoi? C'est une histoire de famille. Le garçon qui nous écrit est âgé de 18 ans. Il dit qu'il est orphelin de mère et de père. Avant de se marier, sa mère était propriétaire d'un lopin de terre. Elle s'est mariée, elle a donné naissance à ses enfants et tout. Et malheureusement, son époux et elle sont décédés il y a quelques années. Donc, à la mort des parents, le fils aîné de la famille de 5 enfants ont décidé de commun accord de vendre la parcelle que leur mère a eue avant le mariage. Et à l'issue de cette vente-là, de commun accord, ils ont décidé d'octroyer à chacun des 5 enfants la somme de 500 000 francs. Chacun a eu, et avec le reste, il était question d'investir dans de l'agriculture. Ce qui a été fait. Sauf que le jeune garçon qui nous écrit dit que après le partage, son frère aîné se rapproche de lui et lui dit voilà ce qu'il me reste pour l'agriculture comme on a prévu de faire, sauf que malheureusement ce n'est pas suffisant pour que je puisse investir avec. Donc donne-moi tes 500 000, après la récolte de cacao ou bien de café, je dis n'importe quoi, je vais te restituer ton argent. Et le garçon l'a fait aveuglément. Aujourd'hui, il dit que plusieurs mois, quasiment 1 an après, son frère ne lui rembourse pas son argent. Il raconte qu'il a fait appel à ses tantes au village pour savoir comment ça se passait. On lui a fait savoir que non. Ton frère a déjà récolté et tellement ça se passe bien qu'il a ouvert un kiosque de transfert électronique. Donc, il dit qu'il appelle son frère depuis un moment. On l'a bloqué un peu partout, Facebook, WhatsApp, les appels normaux, il est dans la liste noire. Lorsqu'il appelle au callbox, lorsque son grand frère se rend compte que c'est lui, il ne parle plus ou il raccroche tout bonnement. Donc, le garçon nous demande aujourd'hui, est-ce qu'il devrait porter plainte à son frère? Il s'est rapproché des aînés de la famille au niveau du village et là-bas on lui a dit, tu sais qu'avec ton frère on ne s'entend pas, donc vraiment allez gérer ça là-bas entre vous. Dans le jeune de 18 ans, il dit que cette année il n'a pas pu aller à l'école parce qu'il aurait pu financer avec ça. Comment on fait les prêts en famille? Comment ça se passe? Et comment gérer? Voilà, surtout lorsqu'on a un frère qui n'est pas, on dit, de très bonne moralité, il vous a pris un peu d'argent, qui ne vous restitue pas de suite. C'est l'aîné. Alors, voilà. C'est en fait peut-être que dans plusieurs familles, on peut vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut justifier la moralité des aînés et qui très souvent se servent du droit d'aînesse pour tenter de fragiliser les cadets? Comment peut-on apprécier que dans une famille, que l'on soit aîné et que l'on emprunte de l'argent à son petit frère et qu'on en soit incapable de rembourser malgré les tractations qu'on peut avoir autour? C'est des réalités que nous traversons au quotidien, mais il faut bien évidemment en parler parce que le sujet vous concerne, le sujet nous concerne. Karine Santia, comment vous l'appréciez-vous ce matin? J'apprécie ça différemment parce que les terrains familiaux ne se vendent pas entre les enfants uniquement, en principe. Il faut toujours une tante ou un oncle pour représenter la famille, parce que votre maman ne sortait pas du ciel et elle a même été mariée à un autre homme. Ce n'est pas parce que vous aviez un bien qui vous appartenait que la famille de cet homme-là aussi n'existerait pas. Mais si c'était au nom de la maman et ou au nom des enfants, ok. Mais sauf que pour vendre ce terrain, ils auraient dû avoir un membre de la famille parce que c'était un terrain familial. Il faudra qu'au moment où un litige advienne sur ce terrain-là, que les membres de la famille qui étaient des témoins agissent eux aussi. Aujourd'hui, qui va rencontrer l'oncle? Ce n'est que normal que l'oncle dit que ton frère, on ne s'entend même pas. Ils ont exclu l'oncle au moment de la vente. Ils ne peuvent pas aujourd'hui l'intégrer au moment de la résolution du problème. Il ne comprendra rien. Mais maintenant, est-ce que c'est la bonne attitude? Ce n'est pas une affaire de bonne attitude. Ce n'est pas une affaire de bonne attitude. Ce n'est pas une affaire de bonne attitude. Vous savez très bien que nous vivons toujours en communauté. Ce n'est pas parce que vous êtes des enfants et que vous êtes déjà des grands. Lui, il n'a que 18 ans. En principe, son frère était son garant et pouvait prendre soin de lui. Et son grand frère, son aîné, est devenu le père ou je ne sais pas trop la mère de la famille puisque papa et maman ne vivent plus. Il était censé prendre soin de lui. Qu'il lui donne sa part ou pas. Et qu'il lui donne sa part ou qu'il ne lui donne pas, c'était à l'aîné de prendre soin de lui. Et c'est comme ça que ça se fait partout. L'aîné ne l'a pas fait. On lui a donné sa part. Maintenant, on vient lui faire un prêt sur sa part. En principe, pour rembourser même, il devrait, à la rentrée, payer l'école de son frère, ainsi de suite, situer son frère. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une autre manière de faire. Sauf que là, maintenant, on a affaire à un aîné véreux, égoïste, égocentrique, et qui ne pense qu'à lui-même. Il pense qu'il est le nombril du monde. Parce qu'il
Comme il a pris l'argent de son petit frère suite au partage, il se dit qu'il va même faire quoi avec? Il n'a pas de problème. Il a quelle charge? Il a. Sans oublier que l'enfant, il a besoin d'aller à l'école. Maintenant, vous êtes dans une famille pareille. Il y a quand même des cadets avant lui. Le dernier, il y a d'autres personnes. Il se rapproche de ces personnes-là. Et de commun accord, il trouve un problème. Si le problème, c'est qu'il est à l'école, il n'a pas... Vous trouvez raisonnable qu'il prenne l'argent du petit frère et au moment il ne peut pas combattre son grand frère. Oui, mais au moment où il revendique quand même, le grand frère devait prendre la belle attitude éducationnelle. Il ne le fait pas. Vous l'avez fait quoi? Non, mais d'accord, c'est ça la question. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fera pour rentrer en possession de son argent? Si les oncles ne sont pas capables de lui parler, vous n'avez pas appelé la police pour arrêter votre grand frère parce qu'il a prêté votre argent. D'abord qu'en famille, les affaires de prêt, d'abord, ça ne marche pas. Ça finit toujours comme ça. Pas toujours, hein. Nous, on emprunte l'argent de nos aînés et on le restitue. C'est vous qui le dites. Nous venons des familles différentes. Et ça se passe comme ça. Parfois, c'est le petit frère qui vient vous mentir qu'il a un projet, vous lui donnez de l'argent, il ne réalise pas le projet et il ne vous rembourse pas votre argent. Effectivement. Donc, il faut dire que ce grand frère, il est véreux. Et comme la famille ne veut pas s'inquiéter par rapport à ça, qu'il voit avec ses autres frères, s'ils peuvent lui payer ses études, qu'il continue ses études et oublie cette affaire d'argent. Parce que ça ne va pas l'aider. Il ne pourra pas avoir cet argent. Il n'y a pas un moyen pour qu'il ait cet argent. C'est une question d'arnaque en famille ou bien, Dominique Audrey? Comment vous analysez ça? C'est l'arnaque entre frères? C'est comment vous percevez ça? C'est de la mauvaise foi, Michel. Malheureusement, on peut élargir. Ça va même plus loin. Ça sort parfois du contexte de la famille. Parfois, c'est entre amis que quelqu'un vienne vers vous lorsqu'il a une situation et vous l'aidez. Après, ensuite, la personne ne vous restitue pas votre dû. Donc, cet aîné a joué sur la corde sensible en disant à son frère, voilà le projet, oui, j'ai eu ma part. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de partage. Tout le monde devait avoir. Le terrain que ma mère a eu, moi, je ne sais pas pourquoi je vais le partager. Je vais partager quoi que ce soit avec mon oncle. C'est mon frère, mes soeurs et moi. C'est tout. C'est pas ce que j'ai dit. Maintenant, quand j'ai dit ça, il n'y avait pas de problème au niveau du partage. Les oncles ne veulent pas s'interposer parce qu'il y a des problèmes avant. Le dire comme ça sous-entend que les oncles s'attendaient à avoir une quote-part. Non. Ce grand frère a joué sur la corde sensible avec son petit frère. Il est peut-être jeune, 500 000 c'est énorme, donc je vais d'abord prendre ça et le restituer après. Malheureusement, les gens ne savent pas que humainement, il arrive qu'on ne puisse pas honorer à des engagements qu'on a pris. Et lorsque ça arrive, il faut avoir la maturité nécessaire, la responsabilité de dire « Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ton argent, mais j'ai eu telle quantité. » Ce qui dérange le petit frère, c'est qu'au village, tout le monde sait. Lorsqu'on est au village et qu'on a eu des récoltes et qu'on a l'argent qui est entré, ça se sait. Et tout le village sait qu'aujourd'hui, il a eu l'argent, il a ouvert un kiosque de transfert électronique dont il a de l'argent. Malheureusement, comme il a dit dans l'histoire, il n'a pas de justificatif qui prouve que effectivement il a donné l'argent à son grand frère. Juste le fait que ses autres frères sont témoins de l'histoire. Donc, s'il avait des justificatifs, il aurait porté plainte à son grand frère. Qu'est-ce qu'on met dans le justificatif? Est-ce que lorsqu'on emprunte l'argent à son frère aîné, on doit faire un papier, une reconnaissance de dette? Est-ce que c'est important en famille? Peut-être il faudrait le faire aujourd'hui. Bob ne sera certainement pas d'accord. Mais avec... Il s'est expliqué, il se donne oui, je sais qu'il ne sera pas d'accord parce que le contexte familial voudrait qu'on se fasse confiance et tout. Mais sauf qu'aujourd'hui, le contexte fait que après avoir aidé son grand frère, aujourd'hui, il ne pourra plus faire confiance à ce frère-là, même si celui-ci a un problème. Donc, il faut... c'est une question d'argent pour... garder les bonnes relations, il faudrait qu'on garde une certaine distance. C'est pour ça qu'on ne fait pas les affaires avec sa famille. On ne fait pas de business avec sa famille parce que la plupart du temps, les personnes en face sont impitoyables. Donc vous faites un business avec un membre de votre famille? Non, je ne le ferai pas. L'objectif justement, c'est quoi? C'est de vous spolier, c'est de vous anarquer, c'est de vous frapper comme on dit souvent? Oui, oui. Vous allez voir, votre frère va vous dire... Karine a pris un exemple, j'ai un projet et tout, vous financez, la personne ne fait rien. Et après, la personne revient, vous présente un autre projet et vous refinancez encore et encore parce que c'est mon frère, ouais, c'est ma soeur, non, je fais comment? C'est mon frère et tout. Vous faites comment? À un moment, il faut arrêter. Les gens doivent grandir et apprendre à être responsables. Et la responsabilité, ça exige de la rigueur. Donc, s'il a le courage nécessaire, s'il est sûr
qu'en portant plainte, son frère va rembourser son argent, et bien qu'il porte plainte. Parce qu'avec ces 500 000 là, il pourra lui-même s'établir. C'est l'héritage de sa mère. 500 000, il pourrait ouvrir quelque chose à son compte. C'est bien entendu, Dominique Audrey, cher Lamel, l'histoire de ce matin est quand même un problème tout à fait particulier. On l'a très bien dit, on la vit au quotidien dans nos familles, on entend parler très souvent de XY. Nous aussi, nous y sommes au quotidien avec nos frères aînés et nos sœurs aînées. Alors, comment est-ce qu'on résout les différents de dettes, voilà, de prêts entre frères et sœurs? Monsieur Michel Ngachou, vous m'amenez dans un monde où je suis perdu. Tout à fait. Je suis perdu dans ce monde. C'est le monde des occidentalisés. Je suis perdu. Parce que chez nous, les Bantous, on ne fait pas de prêt, on donne. On ne fait pas de prêt. Donc je suis mal placé pour essayer de justifier quelque chose dans ce monde. On ne fait pas de prêt, on donne. Quand on a donné, on se détache. Et contrairement à ce que Dominique a dit, la vie est un éternel recommencement. Depuis que vous êtes né, vous faites les mêmes choses tous les matins. Vous vous brossez les dents, vous vous lavez, vous vous habillez, vous sortez, vous vous levez, vous mangez. C'est les mêmes choses, c'est la répétition que vous faites. Ça vous empêche en quoi de voir? Il y a des gens qui doivent chuter 15 fois pour se relever une fois. Il y a des gens qui sont obligés, si vous donnez une fois, ils chutent. Il revient vous voir, vous redonnez une autre fois, ils chutent. La troisième fois, encadrez-le. Mettez des garde-fous, ça ne va pas vous empêcher. Un riche et 9 pauvres font 10 pauvres, que vous le vouliez ou non. Le fait de vous retirer, de dire je ne donne pas, vous n'aurez aucune gloire dans votre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant l'histoire du jour, monsieur Michel, en aucun moment on ne m'a dit voici celui qui va prendre la suite de maman, voilà celui qui va prendre la suite de papa, qui est le père, qui est... C'est une famille acéphale, donc je ne parviens pas à comprendre. Donc c'est des enfants qui ont choisi naviguer seuls, voilà, donc il y a l'esprit de division qu'il y a dans cette famille. Ils devaient s'asseoir ensemble en disant, ok, les activités de tels sont plus porteurs que tous, ensemble nous investissons. Voilà. Je lui dirais tout simplement que chez nous les Bantous, la parole reste. Et demain, la même parole que vous, les chrétiens utilisent, chez nous c'est la parole. Je te donne avec un cœur. Le jour que je vais te réclamer mon argent, donne-le-moi. Si une quelconque réflexion que tu émets, eh bien, Dieu te le rendra. On s'arrête là très simplement. Donc, je pense qu'ici, il n'a rien à faire. Ce n'est que la parole. Il se taise et il reste tranquille. Puisque la famille a décidé de ne pas l'accompagner, il se taise et reste tranquille. Il reprend ses deux bras et il se lance. Merci beaucoup, cher Lamel. Bonbon Bengan, qu'est-ce que vous en dites? Comment résoudre justement ce type d'altercation, de conflit, de manquement entre frères d'une même famille? Il est quand même difficile d'expliquer que 2 plus 2 donne 20. Lorsque vous êtes en base 10. Lorsque vous êtes en base 10, vous allez dire faux. Élève 8 ans. C'est comme si vous me posez la question de savoir, est-ce qu'il faut apprendre aux poissons de grimper sur les arbres? Bon, ils seront, vous allez les trouver, comment je vais dire, inconséquents et tout. Vous allez même les juger stupides. Parce que le poisson n'a pas vocation à grimper sur les arbres. Non. Si nous restons dans le champ de l'Occident, les affaires, c'est les affaires. Et je vous ai dit ici que c'est pour cette raison qu'ils sont venus, même dans le mariage, avec le problème des épouses. Épouse veut dire qu'on a un contrat. Vous avez votre femme, c'est comme ça que nous on appelle, je dis j'aime ma femme. J'aime mes femmes, comme moi là j'en ai 3 déjà. Donc, voilà. Oui, j'en ai 3 déjà. Donc j'aime mes femmes, ce ne sont pas mes épouses. Épouse, ça veut dire qu'il y a un contrat. Hey, tu paies le lot. Non, moi je sais que je dois porter la famille. C'est comme ça que tu vas. Et c'est ce que Charles Lamel a dit là de manière succincte. Papa n'est pas là, on organise les funérailles. Qui représente papa aujourd'hui? Maman n'est pas. Qui représente maman? Parce que même maman, lorsque papa n'est plus là, il y a un chef de famille. C'est-à-dire que même le successeur de papa, généralement c'est les cadets, ce n'est pas lui le chef. Quand ma fille ira en mariage, bon, c'est qui est le chef de famille? Donc, en fait, on imagine ça dans ce prisme. Qui est né pour porter la famille? Puisque chez nous,
le salut n'est pas individuel, il est collectif. Oui. C'est pour ça qu'il vous a appelé ça un riche et 9 pour ça fait 10. Le salut peut être collectif, bon, Bengan, mais lorsque le frère aîné, le salut est collectif, mais lorsque le frère aîné, vous prenez quand même l'argent du petit frère. Et peut-être vous ne nous remboursez même pas, mais vous ne trouvez même pas le moyen de dire au petit frère, la famille, on va s'en sortir. La grande famille doit avoir des mesures de coercition, de punition et d'encadrement. J'ai dit la grande famille, justement c'est pour ça que nous on a du mal à apprécier. Mon grand frère, ce n'est pas possible, c'est même inimaginable. C'est même inimaginable. Donc, on est en train d'expliquer, et c'est ça qui amène certains anthropologues à vous tronquer et à vous tromper. C'est-à-dire que on veut apprécier la tradition africaine pas sous le prisme de ce qui se passe ailleurs. Et comme nous sommes noirs, on va dire, les Africains n'aiment pas les Africains. Ils n'aiment pas, il y en a même qui extorquent les frères. Ça n'est pas ça. C'est pas notre culture, ça. Donc, c'est un grand frère véreux. Karim Sontela, c'est quelqu'un qu'on doit punir. D'accord. On doit le punir parce qu'il doit. Comment il est considéré, l'aîné est considéré comme le petit frère de papa. Donc, c'est lui qui devrait prendre soin de c'est lui qui prend soin du gars. Mais il va donc le punir. J'ai dit la grande famille. Puisqu'il est déconnecté à la grande famille. Mais je vous parle de ça ici que j'ai tenté de résoudre la semaine dernière. Il y a une femme qui dit, une veuve, dit, non, je vais comment son mari est décédé depuis un an et demi. Je voulais se détacher de la famille. D'abord, j'ai fait palerie de veuvage, j'ai fait de tout bon. Elle est bloquée. Son mari était au cadre, quelque part dans une multinationale ici. Il faut faire un certificat de non-remariage pour toucher les émoluments. Et il faut la famille. Oui, il faut que la famille te fasse ça. Maintenant, conseil de femmes pour conseil. Voilà, c'est tout. Donc, je vous dis, voilà comment on est buté à des choses terribles. Il faut que nos familles s'organisent, se réorganisent et trouvent toujours un chef de famille qui puisse recadrer tout le monde. Quelles que soient les divisions. Absolument. Et maintenant, nous, le danger, c'est que nous avons la justice au Cameroun où les lois ne régulent pas les rapports sociaux. Donc, ce n'est pas possible. La justice n'a pas résolu le problème de son propre réseau, de Fadil, de tout. Je ne vais même pas de Amatou, tout Mouna, de tout. Ils ont résolu. Or, s'ils étaient revenus au niveau de la famille, là, ce problème aurait été résolu depuis longtemps. Charles Amembatou, vous voulez... Je voulais renchérir en vous disant, monsieur Michel Ngatou, qu'un beau matin, il va se lever, étant très sûr qu'il a investi convenablement dans son champ, les larmes de son frère et la terre où reposaient ses ancêtres va se mettre en colère, se liguer contre lui. Il aura un échec en termes de récolte. Ce sera le téléphone portable qu'on va voler avec un montant supérieur au montant de qu'il devait à son petit frère. Ça va être 2, ça va être 3, ça va être 4 fois. On lui dira, va rembourser ce que tu dois. Et il portera pour venir. Dans un village, je ne vais pas citer le nom du village, monsieur Michel Ngatou, on a un grand opérateur économique. Mais il a tout fait pour son petit frère. Son petit frère vole. Son petit frère est un voleur. Chaque fois on l'attrape. Il est même kleptomane. Même ce que son frère lui donne comme on l'attrape, on lui fait faire le tour du marché, il tourne, il tourne, il tourne. Quand le grand frère prend, il prend la voiture, descend, il dit c'est mon petit frère, on va faire quoi? Quand on veut mettre en cellule, il prend, il rembourse. Quand vous voyez ce genre de geste, des gens disent au village que non, c'est lui qui l'a vendu, c'est lui qui l'a gâté, c'est pour ça qu'il vient de... La famille est tout ce qu'il y a de plus sacré, monsieur Michel Ngatou. Vous pensez qu'il y a des gens qui n'empruntent pas de l'argent? Dans des familles, vous allez voir quelqu'un, quand vous vivez, il vient, vous êtes même dans la maison, c'est des chaussures, il porte. Il va, il gâte, il vient, il lance. C'est ton habit, il porte. Il ne connaît pas laver l'habit, mais il connaît entrer dans les valises, récupérer les habits propres. Il porte, il porte. Un jour, le frère reste, il dit que j'ai même fait quoi? Pourquoi il rit, et il sort pas. Il rit, et puis il sort. Vous voyez, ça nous fait rire sur le plateau. C'est comme ça dans les familles. Donc, dire là maintenant, pour 500 000 ans, je pense que c'est une épreuve qu'il devrait traverser. Il devrait supporter. C'est peut-être lui qui portera cette famille. Le fait de n'avoir pas pris ces 500 000, il va se battre. C'est une épreuve qu'il retrouve ses manches
qui se battent, il ira plus Et de il s'en 500 000. sortira. Et il s'en sortira. Merci à vous. Merci, mesdames et messieurs, de nous rester présents sur les antennes Equinox Télévision. Dites-nous exactement quel est votre point de vue sur l'histoire portée ce matin par Dominique Audrey Oyengelek. Comment l'appréciez-vous? Vous avez les plateformes bien connues, 10, 12. Le Zénith sur Facebook. Vous avez également Equinox TV, live. Oui, en live, pour ceux qui nous regardent en live. Merci de nous laisser vos commentaires sur le fil de l'actualité et surtout beaucoup de likes en même temps pour ceux qui tentent de nous bloquer, comme ça bien sûr le faire quelquefois. Merci de rester des nôtres et dans un instant pour la continuité pour cette fin de semaine, la colère sur nos antennes. Je m'interroge ce jour sur la question des multiples détournements de fonds alloués à la réhabilitation de la Bibliothèque nationale dans ce pays. Depuis que la Bibliothèque nationale existe, de multiples fonds ont été alloués pour relancer, réhabiliter, réaménager, reconstituer, parfaire la Bibliothèque nationale, parmi lesquelles l'UNESCO qui s'est investi en un temps pour le développement de la lecture au Cameroun. Que devient la centrale de lecture publique au Cameroun? Gros bâtiment gris en face du ministère de la fonction publique, bâtiment servant de bibliothèque nationale. Plusieurs fois, avec Randam, on a organisé là-bas, de l'époque de Ferdinand Léopold Oyono jusqu'à Moïle Kombi et tout récemment à Bédongpat. Monsieur le ministre, on a travaillé pour cette bibliothèque qui n'attire pas grand monde. Laissons les bibliothèques scolaires, laissons les bibliothèques municipales, laissons les bibliothèques des universités. Parlons de la bibliothèque centrale. Tout est à plat dans ce pays. Le centre culturel camerounais de Yaoundé, quoiqu'ayant bénéficié des subventions de l'État, n'a pas pu résister à ces multiples assauts. Il n'est demeuré que l'ombre de ce qu'il devait être avec l'argent décaissé et les budgets alloués et détournés à autre chose. Savez-vous que la Bibliothèque nationale de Yaoundé, qui devrait jouer le rôle de creuset de la production des œuvres d'esprit du pays, reste inopérante à cause des multiples obstacles qui l'opposent à son développement et du peu d'intérêt qu'on lui porte? Qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui a coûté aux multiples ministres des arts et de la culture qui ont traversé le temps de pouvoir favoriser la culture, permettre aux jeunes Camerounais de connaître l'histoire? Je ne parle pas des archives nationales, je parle de la Bibliothèque nationale. Comment comprendre qu'elle n'a pas encore réussi à instituer ce que toute bibliothèque, que ce soit en Europe, que ce soit dans le continent américain-asiatique, aura réussi? Lorsqu'on cite en Chine l'ensemble des penseurs et philosophes, on commence par les plus grands. Avant de penser à une étude d'Europe, c'est d'abord la Chine. Au Cameroun, nous avons eu combien de penseurs, combien d'écrivains, combien de philosophes. Hélas, dans notre bibliothèque nationale, les livres pour parler d'eux, c'est plutôt Hegel, c'est plutôt Nietzsche, c'est plutôt Spinoza. On nous rappelle l'histoire de la République fédérale. Voilà là où on va, laissant à côté les Angèle Benvin, laissant à côté Jean-Marc Ella, laissant à côté les pionniers même de l'histoire de ce pays. Comment comprendre que ce qui devrait faire le bonheur des jeunes Camerounais s'est transformé aujourd'hui en un champ de ruines malgré les multiples interventions des partenaires internationaux? On a reçu des dons en termes de livres qui étaient censés renflouer les acquis de la Bibliothèque nationale. Un pays, c'est ses livres. Un pays, c'est son histoire. Un pays, c'est sa bibliothèque. Comment comprendre que le bâtiment,
servant de bibliothèque nationale au Cameroun soit franchement en ruine, alors que dans d'autres pays africains, des centaines de millions sont investis pour protéger les bibliothèques et archives nationales. Le Sénégal, lui, il a 13 milliards de francs CFA pour la bibliothèque nationale, parce qu'un jeune qui lit, un jeune Sénégalais qui lit, est un Sénégal fortifié qu'on creuse. Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Un Cameroun où il n'y a rien dans les livres, où tout ce que nous lisons vient de la France, où tout ce que nous lisons vient de l'Angleterre? Faites un tour à la Bibliothèque nationale. Vous vous rendrez compte que la bibliothèque est vide. D'ailleurs, le personnel arrive là-bas à 12 heures. Savez-vous que lorsqu'il pleut dans cette infrastructure, tout un côté ressemble au lac jumeau, pour ne pas dire au lac municipal de Yaoundé? Comment comprendre le fait pour ce pays de laisser toute sa richesse documentaire détériorer, ce depuis des années? Savez-vous que de faramineuses sommes d'argent mises à disposition pour la réhabilitation de cet ouvrage ont été mangées sans que rien ne soit fait? On vient ici, on aménage. Un ministre, il arrive, il aménage, il réceptionne, il dépose. Curieusement, ça disparaît. On aménage un côté, on repeint l'autre côté, on abandonne. Faudra-t-il faire dans l'audit des différents ministres qui sont passés? Point d'interrogation. À quoi donc aura servi l'opération épervier dans ce pays? Voudrait-on conclure que la seule culture qu'on connaît dans ce pays, c'est la musique? Et d'ailleurs, comment se portent les musiciens camerounais? Tableau sombre du monument de la réunification et des archives nationales, mauvaise haleine du musée national, inexistante de la bibliothèque nationale, la grippe qui enrhume le cinéma camerounais. Bibliothèque, archives, musée, quelle est la différence? À cette allure, on se demande où en seront les bibliothèques camerounaises dans 10 ans. La bibliothèque nationale se meurt. Vivement que les écrivains camerounais qu'on a eus, vivement que les philosophes camerounais qu'on a eus, vivement que les articles des vrais enseignants d'université qu'on a eus se retrouvent à prendre le relais pour permettre aux jeunes de non seulement pouvoir rentrer, récupérer un livre, le lire et comprendre l'essence même de la vie. Merci infiniment, Chalamel Mathieu, pour cette colère exprimée à l'instant. Et vous le savez, d'ailleurs, la culture, pour reprendre peut-être un autre penseur, qui de son temps disait que la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié. Quelle est la culture, la politique mise en place par l'État du Cameroun pour le livre aujourd'hui? Et Charlemagne Batchou revient exprimer sa colère sur l'inexistence réelle d'une bibliothèque nationale et au-delà même de la bibliothèque nationale, censée se retrouver au cœur même de la capitale politique du Cameroun. Que va-t-on dire des autres villes du Cameroun? A-t-on au moins des bibliothèques dans les régions, dans les départements et les arrondissements aujourd'hui? C'est un constat qui est amer. Qu'est-ce qu'on fait du livre? Qu'est-ce qu'on fait de l'ouvrage? Est-ce qu'on n'est pas là en train de tuer véritablement, on va dire, l'art de l'écriture et même d'éventuels écrivains qu'on pourrait avoir au Cameroun? Mais une question quand même nous interpelle, bon Bengan. Comment est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui qu'il y ait des fonds alloués pour la reconstruction, la remise en forme, requinquer la Bibliothèque nationale? Finalement, on se demande aujourd'hui à quoi ces fonds ont véritablement servi, quand même les Camerounais sont incapables de s'y retrouver. Cette question, en fait, elle n'est pas difficile, mais ça revient à une seule chose. Et nous le disons ici depuis au moins 4 ans. On a décidé d'abrutir les Camerounais. J'ai dit bien, on a décidé d'abrutir les Camerounais. Vous ne pouvez pas imaginer que le Cameroun a le précieux rang de membres scientifiques, membres du conseil scientifique de l'UNESCO et ne pas avoir de bibliothèque. En réalité, nous n'avons pas de bibliothèque nationale. La bibliothèque nationale a d'abord pour premier rôle de faire la promotion de la culture, de l'écriture. Vous voyez souvent dans les livres, on met le numéro ISBN. En réalité, c'est la carte d'identité du livre. Oui. Et c'est la Bibliothèque nationale qui délivre ce numéro ISBN. Vous voyez tous les livres, vous verrez, code barre la bibliothèque. Allez à la Bibliothèque nationale, vous voulez avoir ce code ISBN, on va vous dire, il n'existe pas de texte chez nous. Allez créer une entreprise commerciale avec patente et vous viendrez. Après
avec au moins, je pense, 10 livres et on verra dans quelle mesure on va vous donner un numéro ISBN. Ils l'ont fait à Roger Mila, je me rappelle encore quand il écrivait son livre. Mais bon, voilà, donc en réalité... Qu'est-ce que avait dit le monde? Qu'est-ce qui s'est passé à Roger Mila? Non, mais il va là-bas, on le tourne, il publie un livre. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, va créer, il faut créer d'abord une entreprise. Il dit, donc, tu crées une entreprise, oui. Mais il dit, bon, d'accord, quels sont les textes parce que pour créer un journal, on vous dit qu'il faut avoir au moins 2 journalistes dans le contrat avec lequel vous êtes lié par un contrat, 2 journalistes confirmés. Donc il y a quand même un canevas. Quand vous voulez créer un parti politique, vous savez, quand vous voulez créer un syndicat, vous allez au greffe syndicat, on vous dit soyez 20, un syndicat doit constituer au moins 20 membres, voilà. Mais à la Bibliothèque nationale, il n'y en a pas. Donc, j'imagine, je peux me tromper, mais je soupçonne que c'est fait exprès pour justement faire comme Jean Lamel, que le grappiller les sous qui entrent là. Parce que c'est quand même expliqué pour la Bibliothèque nationale que les fonds qui soient alloués à son... Pour un pays qui est membre du comité exécutif de l'UNESCO. Et chaque fois, on nous demande de renouveler. Avant, c'était, je parle, le ministre en charge de l'éducation qu'on avait confié ce procès. Donc, il était membre ex-officio, donc il pouvait nous représenter là-bas. Après, on a changé. Vous ne pouvez pas... Il n'y a pas de bibliothèque nationale. Par exemple, vous allez là-bas, vous dites... Jean-Marc Lahaye a publié un livre aux éditions Clés en 1971, La plume et la pioche. C'est où? Tout à fait. Vous l'avez dit que d'accord, 1975, la thèse de doctorat de Laurent Gbagbo a été publiée ici, sur Soundiata, ça a été publié aux éditions Clés. Cherchez, bon, peut-être si vous avez la chance. Bon, vous voyez, vous dites, voilà, la presse du Cameroun de 1958 qui parle de la loi de Oumou avait dit donc, vous aussi vous allez vous demandez des choses comme ça que c'est pas vous voyez c'est terrible. C'est terrible. Non, ne parlons pas de photos, de tout ça. Donc, il n'existe... Nous n'avons pas de bibliothèque nationale. Mais vous savez... Alors que tous les livres qui arrivent ici, c'est-à-dire que même les livres qui ne sont pas édités au Cameroun ou imprimés ici, tous les livres qui arrivent, même si c'est l'Harmattan Kartala, le point, il devrait, même si c'est vous qui commandez, devait laisser un exemplaire dans la bibliothèque nationale. Mais bon. Peut-être en nous faisant la connaître ce matin, qui s'occupe véritablement du livre au Cameroun? Le ministère de la Culture, le ministère de la Culture. Oui, il faut en parler, parce que si le ministère des Arts et de la Culture s'en occupe, Monsieur Michel Ngachou, au ministère des Arts et de la Culture, il y a une direction qu'on appelle direction du livre et des bibliothèques. C'est toute une direction du livre et des bibliothèques avec un directeur à sa tête. Est-ce que vous savez que les Camerounais sont prolifiques? L'écriture au Cameroun date de 1945, où nous avons nos premiers écrivains qui se sont essayés à la plume et qui ont laissé de très beaux ouvrages qui sont parcourus d'ailleurs dans tous les différents musées. On peut en retrouver certains textes, les tout premiers textes, qu'on peut retrouver les toutes premières écritures. Les gens vont penser qu'on parle de l'histoire contemporaine du livre, l'histoire contemporaine du Cameroun. Oui, on peut en parler, mais on a besoin de remonter à l'histoire. Si vous avez besoin, monsieur Michel Ngachou, de retrouver par exemple l'ensemble des écrits d'un professeur, le professeur Jean-Paul Notué par exemple, il a écrit, ou alors Tuyenjan Pomi, vous voulez retrouver l'histoire, les livres qu'il a eu à publier, les articles, ses publications, vous êtes censé arriver à la Bibliothèque nationale, monsieur Michel Ngachou, tout un rayon à lui dédié. Pareil pour Angèle Benvin. Angèle Benvin a écrit des livres, Jean-Marc Ella a fait des livres et des articles. Vous arrivez, vous trouvez tout un rayon. Le rayon Jean-Marc Ella, rayon, on donne n'importe quel titre, vous arrivez, vous vous asseyez, vous buvez de ces lettres. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, monsieur Michel, pour étudier, les étudiants de l'université, des lycées et des collèges vont à la bibliothèque du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. C'est là-bas où on va trouver une partie de livres. Je voudrais même aller un peu plus loin pour dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans les centres culturels, dans les IFC, les études... Non, je ne voulais pas que vous les citez, monsieur Michel. D'accord. Mais pour dire qu'ils ont également, eux, à leur niveau,
une bibliothèque ou des bibliothèques. C'est pas le Cameroun. C'est incroyable. Vous êtes dans un territoire français au Cameroun. Plus que les Camerounais, par manque de bibliothèque nationale, préfèrent se rendre dans les IFC. On avait les 5 Monsieur Michel. S'abreuver ou bien. Monsieur Michel, je suis encore plus courroucé quand je vous entends parler. Nous avons eu le ballet national. Quel est l'historique du ballet national? C'est consigné dans un livre. Je suis surpris quand quelqu'un comme ici, le duc vit au Cameroun, il se verse dans ce genre de détails. Les détails des colères, des histoires. Des histoires sans... Alors que lui seul pouvait raconter l'histoire du ballet national. La famille ici en elle-même pouvait raconter l'histoire du ballet national. Avec des personnes, les Ali Baba, celui qui est décédé, Cindy Minja, mais il pouvait raconter cette histoire. C'est ce dont on a besoin. Quand vous allez, monsieur Michel Ngachou, au Sénégal, la Bibliothèque nationale, tout le monde n'a pas accès, est conçue sur environ 18 000 mètres carrés. 18 000 mètres carrés. La Bibliothèque nationale, monsieur Michel Ngachou, où on retrouve tout l'ensemble. Quand je vous parle de l'université de Tombouctou, quand je vous parle des documents de mémoire, c'est conservé. On retrouve les premiers écrits. Vous avez eu la lettre, les lettres porteurs des rois Sawa, les lettres porteurs des rois de l'Ouest, les lettres de porteurs. Mais vous ne pouvez pas les retrouver, c'est des livres qu'on devait retrouver consignés. Un jeune devait rentrer s'asseoir, parcourir en disant, voici là où a commencé l'histoire de ce pays, voici là où est parti les premières pièces de théâtre. Regardez comment les gens nous font des films aujourd'hui, regardez Facebook, regardez les séries web. C'est là, la Bibliothèque nationale qu'on devait dire, d'où parle. Nos premiers écrivains, c'est qui? Ils ont commencé à penser. Les premiers musicologues. Le Cameroun a connu des musicologues. On va à la librairie. Telle personne, il a commencé à écrire. Il a commencé à dire dans le gospel. Vous avez, c'est ça la bibliothèque. Vous allez au Sénégal, vous allez voir pratiquement 16 rayons dédiés au conte. Le conte Bambara, le conte Senoufo, le conte Wolof. Vous allez tout retrouver, monsieur, jusqu'à l'écriture. Où Cheikh Anta Diop fait un travail sur l'écriture comparant le Wolof avec l'égyptien, les idiots. Monsieur Michel, nous avons des années-lumière. Vous risquez justement de remuer le couteau dans la plaie. Non, remuer, c'est des choses qui sont dites. Sous Amadou Matarmbo de l'UNESCO, nous avons eu un Camerounais, Francis Bébé, qui a été sous-directeur de la culture et de la musicologie là-bas. C'est d'ailleurs lui, Francis Bébé, qui a créé la première radio au Ghana. Or, le Ghana est... Vous parlez bien du Camerounais Francis Bébé. Je vous dis, cher ami, donc ça fait pleurer. Moi, je pense que depuis le début de l'année, c'est la colère qui me fait souffrir le plus. Francis Bébé est musicologue. Vous avez vu les flûtes de Francis Bébé. Voilà. Ça devait être enregistré. Il a fait beaucoup d'enregistrements pour montrer comment même la son des pygmées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on tue ça pour aller coller la petite et tout ce que vous voulez. Donc, mais c'est quand même terrible ça. C'est terrible. Et il était sous-directeur à l'UNESCO. On ne peut pas de musique là. Non, cher ami. La culture, lorsque Johnny Ali tombe en France, c'est un deuil national. Mais lorsque Francis Bébé et Manu Dibango tombent, les grands Sawa sont partis. Non, ce n'est pas possible. Donc, vous avez donc, vous pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver un rayon en Gelbert 20. Jean-Marc est là. Lorsqu'on vous parle la plume et la pioche, ça veut dire que les Camerounais ont réfléchi sur quelle orientation donner à l'instruction au Cameroun. C'est-à-dire quand on va à l'école, on s'instruit. La plume et la pioche. Et c'est ce que Bassel Bakobi a repris chez l'Harmattan en 85 par le livre Le Maître du Canton qu'il a transformé en film Sangomalo. Donc, et ça, on devrait les avoir. Quand des enfants, c'est un endroit de recherche incroyable. Et on a tué le centre culturel camerounais. Monsieur Michel Ngachou, quand vous parcourez... Peut-être même que l'émission d'aujourd'hui peut être consacrée à... Je ne sais pas. Monsieur Michel, vous entendez il y a les Africains, nos frères africains qui nous regardent. En réalité, moi, Ngachou, j'ai honte. Monsieur Michel, quand vous suivez, je pense que chaque émission, ceux qui suivent, Bombo cite au moins un livre. Oui, à chaque fois. Chaque émission, Bombo donne au moins une référence. Vous savez combien de Camerounais nous apportent en disant que les livres comme Bombo a cité là, on ne trouve pas?
Vous savez combien de Camerounais nous appellent pour dire qu'on est parti à la Bibliothèque nationale. Le personnel arrive à 12 h, on ne parvient pas à retrouver les documents. Sur les sites français. Voilà, c'est sur les sites français. On ne va pas faire la publicité de ces sites français. Ouais. On va retrouver. Mais le musée, on cherche depuis à venir taxer les téléphones. On cherche à venir taxer les trucs. Voilà la librairie. Ouais, et si on vous dit des sommes en termes de milliards, ce qui est donné, les Camerounais allaient aller lire. On allait le faire, monsieur. Ce livre, à l'époque, il coûtait 15 000. Aujourd'hui, au vu du temps, de l'importance, c'est tout qui révèle à 30 000. Mais vous pouvez avoir une copie à 25 000. Ces fonds sont reversés et ça fait tourner l'État. On en reparle. Je vous en prie, Charles Bemba Chumbo, Bengan, Karine Santia et Dominique Audrey. Mais dire, madame, monsieur, qu'on devrait réellement avoir honte parce qu'on se rend compte que toute la politique mise en place n'a permis qu'à tuer la culture. Et n'oubliez jamais que la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié. Et bon retour, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. Attention, le Cameroun est en mouvement, le Cameroun bouge autant qu'il peut bouger. Est-ce que nous sommes véritablement dans un fin de cycle? Enfin, dans une fin, oui, de cycle en même temps. Comment appréciez-vous le regard, la nature ou encore les crises qui traversent le Cameroun aujourd'hui? Et dans ces crises, chaque fois, sur ce plateau, nous tentons de revenir sur des éléments aussi importants dans nos colères, comme l'exprime un peu Charles Bemba ce matin, avec la question des nombreux fonds alloués pour la réfection de la Bibliothèque nationale au Cameroun. On le disait à l'instant, ça faisait un peu honte de se rendre compte quand même que si le Sénégal a près de 18 000 mètres carrés de terre ou encore d'espace alloué pour la construction de la Bibliothèque nationale, qu'est-ce qu'il en est au Cameroun? Pourquoi vouloir tuer le livre camerounais? Est-ce que c'est le poteau qui devrait nous donner les ouvrages? Le poteau, vous connaissez le poteau, Karine Santia? Dominique, vous connaissez le poteau? Mais est-ce que le poteau vend les ouvrages camerounais? Mais le poteau nous vend les ouvrages. Parce qu'apparemment, la Bibliothèque nationale se trouve dans le haut poteau. C'est quand on passe au poteau que vous trouvez c'est un livre. On a fait la promotion de la brocante. La brocante. La brocante. C'est pas forcément la Bibliothèque nationale. Alors maintenant, Camerounais, Camerounaises, nos chers compatriotes, pour en rire, dites-nous comment faire pour sauver la Bibliothèque nationale. Est-ce qu'on doit organiser une messe pour dire à Bidumpat que monsieur le ministre des Arts et de la Culture, la Bibliothèque nationale n'existe pas? Est-ce qu'on doit interpeller Paul Biya pour lui dire, pendant 38 ans, monsieur le chef de l'État, on n'a pas eu de bibliothèque nationale. On n'en a pas. Et peut-être je vais rapidement dire qu'on a eu une belle histoire, Karine. Dominique Audrey, bon, on ne me le mentira peut-être pas encore en Chalamel. On a eu la fameuse histoire de la grande bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, qui a permis, bien sûr, aujourd'hui, à nous qui sommes des descendants de ces pères égyptiens, de comprendre que tout est dans le livre. Pourquoi tuer le livre? Votre avis, Karine, au Cameroun? Le livre, c'est un condensé de connaissances donné par une seule personne, de manière succincte. Ça veut dire que chaque jour, il écrit une chose. Demain, il écrit une autre. Et ça rend la connaissance un peu plus poussée. Parce que ce que quelqu'un dit avec la bouche, lorsqu'il veut l'écrire, il écrit avec beaucoup plus de détails. Et le livre, c'est l'art d'apprécier le détail. Parce que dans le livre, on essaye d'imaginer la personne qui a vécu l'histoire qu'il raconte, s'il s'agit de l'histoire. Et le livre est très important pour un peuple et pour même un individu. Parce que ça permet à l'individu de se situer en fonction de son temps. Lorsque nous observons comment est-ce que le paysage culturel se déploie au quotidien, vous vous rendez bien compte que la culture qui est la plus prônée, c'est la musique. Comme quoi, la musique est ce qui pourrait donner un grand champ au Cameroun. Sauf que, même dans la musique encore, on observe des clivages. Ce qui concerne le livre, il faut dire que la Bibliothèque nationale est née depuis 1952. Donc, en principe, elle devrait être un joyau historique. Parce que ça fait quand même, si en 2016 c'était 64 ans, aujourd'hui ça fait 2020, ça fait 70 ans qu'elle existe. Environ. 68 ans, 68 ans. Voilà. 68 ans, je peux me tromper, 68 ans, je crois. En 2014, ça faisait 64 ans. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que la Bibliothèque nationale devrait être un joyau historique pour les enfants qui n'ont pas vécu cette époque. 1952, on n'a même pas encore l'indépendance, Michel Ngachou. Donc, c'est un moment propice
pour les Camerounais de se remémorer. Il y a certainement des Camerounais qui, pendant les périodes de lutte indépendantiste, écrivaient des livres. Il y a des presses qui existaient, il y a des journaux qui existaient. C'est dans la Bibliothèque nationale qu'on allait retrouver tous ces journaux, leurs parutions et autres, pour permettre aux gens, lorsqu'ils font par exemple un travail de mémoire ou de recherche, d'avoir des éléments solides sur lesquels s'appuyer. Je le disais tout à l'heure, Karine, hein, sans vous couper, je le disais que ça faisait un peu honte quand même de savoir que le Cameroun n'est pas une bibliothèque nationale. Tout le temps, sur ce plateau, Bengan prend sur lui de citer les ouvrages, de citer les auteurs, et surtout, Omniobé et ses grands ouvrages. Il est quand même inconcevable qu'aujourd'hui, que lorsque vous êtes un écrivain plus ou moins engagé, on fera tout pour vous effacer et ne pas laisser votre ouvrage prospérer. Ça c'est quand on entre dans l'écriture. Il faut d'abord qu'on ait un espace où exposer le livre. Parce que les gens ne peuvent pas écrire pour que ça reste dans la nature. Oui, mais les gens ne peuvent pas écrire pour que ça se balade dans la nature. Charles Batchouf tout à l'heure était un peu remonté quand j'ai parlé des IFC. Aujourd'hui, il y a la FNAC également, même sans publicité. Alors, ça veut dire que le livre que l'on nous renvoie, Karine, ne nous remet pas à point avec les cultures, les idées que nous, en tant que Camerounais, nous devons prôner. C'est tout ce qui est occidental aujourd'hui. Si vous voulez, même dans les livres d'école, c'est les livres occidentaux. Rappelez-vous bien, dans les livres que vous avez lus de la 6e en terminale, combien de livres étaient des livres importés? Contes et légendes de la mythologie grecque, c'était un livre camerounais, ça. Donc il faut vous dire que, il faut comprendre que c'est depuis la base qu'on a essayé de nous faire croire que les Camerounais n'écrivent pas, et pourtant ils écrivent tellement et beaucoup. En 2016, la Bibliothèque nationale a affiché une fière allure. Ça c'est ce que nous avait dit le docteur Onambele, la directrice des archives nationales à cette époque. C'est-à-dire qu'on avait retapé un peu, c'est vrai que c'était un bâtiment colonial, mais on avait retapé un peu, on avait aménagé, réaménagé. Là c'est les archives, c'est pas la Bibliothèque nationale. Non, c'est les archives nationales. Là c'est les archives, c'est pas pas la Bibliothèque nationale. Ouais, maintenant, on nous dit aujourd'hui qu'il y a l'aménagement d'une bibliothèque nationale en ligne. On essaye de numériser la bibliothèque nationale alors que physiquement, on n'a même pas encore fini tout le travail. Ça veut dire que physiquement, quelque chose doit exister pour que les gens puissent y aller avec des pieds. On n'a même pas encore la possibilité d'y aller avec les pieds. Maintenant, il faut qu'on y aille avec Internet pour avoir combien de livres sur le net. L'inexistence justement d'une bibliothèque nationale aujourd'hui, Karine Santia et Dominique Audrey, est-ce que c'est pas cette inexistence-là, parce que n'ayons pas peur de mots, on vous dira quand même qu'il y a un bâtiment et qu'il y a des livres. Mais il y a des livres, mais quels livres en réalité? Est-ce que c'est pas ça qui cultive la paresse de la lecture aujourd'hui, où, vous savez quand même, difficilement, les Camerounais lisent, hein, Dominique Audrey. Non. Je vous le dis, Charles Amen Batcho. Ben écoutez, non, monsieur une de la station. On veut nous faire croire. On peut ne pas d'accord sur la base. Les Camerounais lisent, oui, les Camerounais lisent, mais est-ce que vous dites que les Camerounais ne lisent pas? C'est grave ce que vous dites. Non, c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte, Charles Amen Batcho. Non, les Camerounais lisent, monsieur Michel. La majorité des Camerounais ne sont pas dans les livres. Si. Vous avez parlé des instituts français qui est inscrit là-bas. D'accord. Allez voir des gens. J'ai dit les Camerounais lisent. Le problème c'est que nous ne leur donnons pas des choses à lire. Voilà. Donc nous leur donnons pas des choses à lire. Oui, nous les envoyons dans la brocante et dans vos multiples chansons qui ne servent à rien. Les Camerounais lisent. Prenons l'avis de Dominique Audrey. Michel, la lecture aujourd'hui est plus scolaire et universitaire qu'autre chose. On lit lorsqu'on va à l'école, on lit les livres de l'école exclusivement, on ne va pas un peu plus loin. Non. Donc à ce niveau, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, malheureusement, on n'est pas d'accord. Mais puis oui, on n'est pas d'accord, c'est normal. C'est normal. Mais lui c'est un papivore. Lui vit dans les livres. Tous mes enfants, mes petits enfants, ils peuvent vous dire et même leurs amis, ils peuvent vous raconter l'unité culturelle de la fille de Tchèque Antadio alors qu'il a 8 ans. Il te raconte. Dans votre vous êtes un papivore. Et je vais le dire, je vous donne mon avis. Vous êtes un papivore parce qu'en fait vous êtes un nom. Je suis alors seul Camerounais. Non, vous n'êtes pas le seul. Il y a plusieurs Camerounais comme vous qui sont investis dans la lecture. Maintenant, combien de parents aujourd'hui comprennent la nécessité du livre pour leurs enfants? Beaucoup de parents. Moi je pose la question. Non, je m'attendais à ce que vous commenciez par vous. Oui, mais vous commencez par vous en démontrant comment
que les jeunes parents qui nous suivent se rendent compte que vous avez des livres de chevet que vous le mettez aux enfants. Non, mon avis, M. Mbachou. Non, écoutez, l'avis de Ngachou, l'avis de Michel Ngachou, c'est que mes enfants, je mets au monde des monstres du livre. Je m'explique. Non, pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte, moi je me suis rendu compte que des enfants, nous-mêmes, nos générations, on a été très, peut-être parce que papa a été très proche des livres, papa nous a appris à lire, on a eu Anne Marignan, on a eu les Bernard Dadier, etc. Mais on se rend compte qu'il y a eu des ouvrages qui nous ont plutôt abrutis. C'est pourquoi moi, mes enfants, je l'estime, je le dis, n'auront que des livres de révolutionnaires. Et à l'école, pourquoi? Comment? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une génération à préparer. Si nous voulons libérer nos pays africains, c'est dans le livre, et nos enfants ne doivent lire que des livres de révolutionnaires pour continuer à pérenniser la guerre et s'écarter justement l'ennemi. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce que ça veut dire que les enfants ne lisent pas? Ça ne veut pas non plus dire que moi je ne lis pas. Mais maintenant, combien de parents pensent comme moi, pensent comme vous? Ils sont nombreux. Le livre, je ne fais pas de publicité. Brutalisme de Achille Mbembe. Vous savez combien la commande Cameroun? Ça a été plus de 5000 livres. Voilà. Au Cameroun seulement. Comment vous dites donc que le Cameroun ne lise pas? Comment vous dites que le Cameroun ne lise pas? Ils disent. Est-ce que les Camerounais lisent dans leur majorité, Momo Benga? J'ai dit oui, plus de leur majorité. Non, on attendez, lorsqu'on a arrêté, lorsqu'on a arrêté le procès Camto dernièrement, oui, c'est à ce moment que l'urgence de la pensée a pris l'envol. Vous savez combien de gens l'ont lu? Oui, l'urgence. L'urgence de la pensée qui a pris un envol, celui du professeur Camto. Quelle est la promotion que le Cameroun a fait? Voilà, c'est là où nous reviendrons. C'est la politique. Combien de Camerounais vont vous dire qu'ils ont l'urgence de la pensée? Ils sont combien qui ont l'urgence de la pensée? Il n'y a pas de promotion du livre. Moi, j'ai l'urgence de la pensée avec moi à la maison. Moi, vous ne savez pas combien on a imprimé. Je vous dis, je ne cite pas les bibliothèques. Dernièrement, lorsque l'affaire du tribalisme est arrivée, il y a une bibliothèque, une librairie phare à Yaoundé qui a fait les commandes de plus de 1000 livres de Moukoko Priso, tribalisme et problèmes nationaux en Afrique noire, le cas du Cameroun. Et ce livre coûte au moins 18 000. Un stock de 500 livres a été épuisé en moins d'une semaine. On a fait d'autres commandes. Quand vous dites qu'il y a un stock à 500 semaines et ils ont fait d'autres commandes. Nous sommes 24 millions de Camerounais. Ils ont fait d'autres. Nous sommes 24 ou 25 millions de Camerounais. Qu'est-ce qu'on fait pour que 25 millions de Camerounais se mettent à la lecture? Voilà, là c'est la politique qui est mise en place pour, comme on a dit tout à l'heure, de nous abrutir. Et nous qui savons donc qu'on veut nous abrutir, nous avons des canaux pour nous approprier de livres pour que nos enfants lisent. Très bien. Dominique Côté, votre point de vue? Je suis perdu. Non, pas perdu. C'est qu'il faudrait le but est de sauver le livre et c'est de sauver justement la Bibliothèque nationale et d'interpeller le chef de l'État et son gouvernement à restituer aux Camerounais une bibliothèque nationale. Si je ne me trompe, le chef de l'État lui-même est écrivain. Oui, on peut dire. Il a choisi un éditeur étranger. Bon, de toute façon, on met un écrivain. Voilà. Mais comment est-ce qu'il fait la promotion de ses livres dans son pays? Il attend la campagne électorale. Je vous réponds tout de La réponse est excessive. Il attend la campagne électorale. Mais c'est ça le programme de l'élection 2018. Et apparemment, ça s'achète. Donc, il attend la campagne électorale politique. Pour vendre ses livres. C'était ça le programme politique de la présidentielle 2018 du président de la République. Pour le libéralisme, vous n'avez pas compris. Elle a demandé quand est-ce qu'il fait la promotion. Et le moment a été clair. Pendant les périodes électorales. Ça ne fait pas partie d'un projet. C'est à ce moment-là qu'il fait la campagne. Mais écoutez, c'est vrai qu'on a un talk show, mais à un moment donné, ça choque, ça énerve. Ça énerve parce que comment un pays comme le Cameroun n'a pas de bibliothèque? Moi, j'ai honte quand on entend Charles Mbachou nous dire que le Sénégal a 18 000 mètres carrés quand même. Bien réparti. Quand même, Dominique Audrey. Le Rwanda a 2 bibliothèques nationales. La deuxième, construite en 2012, est aux normes internationales à hauteur de 3 milliards de dollars. Voilà. En 2012. Bon, pleurer une fois. Le Rwanda. Qui est passé par la guerre. Après, les Camerounais vont les appeler génocidaires. Ils font la promotion du savoir et de la connaissance. Vous savez, monsieur Michel Ngachou, nous avons une personne que le Cameroun devrait célébrer, devrait véritablement célébrer. Il s'appelle Isaac Moumé Etia. Ah oui, là, alors. Isaac Moumé Etia,
Il parlait le Douala, le Bassa, le Bolo, le Nufi, le Fang, le Wondo et le Bamoun. Il a écrit des livres dans toutes ces langues. Toutes ces langues. Je pose une question trivialement. Permettez-moi, je vous en prie, Karim, Dominique Bombok et Charles Amel. Vraiment, regardons c'est le tout premier Camerounais. Non, regardons les Camerounais. Il faut donner le nom. C'est le tout premier Camerounais écrivain d'expression. Posons-nous des bonnes questions. Notre pays est-il maudit? Non. Sont sérieux. Monsieur, je vous réponds. Allez lire le livre du professeur Charlie Gabriel Mbok, l'anthropologue. Ouais. Vous allez voir tout ce qu'il a écrit sur l'humain, l'être et le Camerounais. Allez lire. C'est des livres. Ce n'est pas disponible. Je vous dis qu'il y a tellement matière. Allez lire le livre du professeur Charlie Gabriel Mbok, monsieur Michel Ngacho. Vous pouvez lire l'autre livre, Kenek Ousongo. Je vous donne encore un autre nom. Ouais. Allez à la bibliothèque. Marie Borgia et Vembe. Voilà. Vous avez toute une famille d'écrivains, les Batibonak. Voilà, pour les sariettes. Mais non, peut-être disons nos parents, puisqu'on en parle, soyons sérieux. On est dans les arlequins. Non. La plupart, la génération d'avant, ce sont les arlequins. Pourquoi vous en rigolez? Parce que non, mais ça c'était avant les séries télé. Nos grandes sœurs, c'est qu'elles ont fait les arlequins. C'était ça la lecture. Pourtant, il y a des micro-ouvrages. C'est vrai que moi aussi j'ai commencé par là. Et la lecture, les gens ne le savent peut-être pas, ça aide pour la culture en termes d'orthographe, en termes le niveau de langue, c'est très important. Mais plus loin, de façon sur le plan culturel, la lecture, puisqu'on parle du Cameroun, permet la recréation de l'identité. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, je suis d'accord aujourd'hui avec les Pembombok, on est des perdus, on est comme si on a secoué un manguier et on est tous tombés. Ouais. On ne sait même pas qui fait quoi, qui sort d'où, pourquoi. Si on me demande d'où viennent les bananes par exemple, moi je ne peux pas vous dire, mais Charles Amel est à même de vous le dire. Combien de personnes connaissent l'histoire des Bamileke? C'est ici que moi j'ai appris que chez les Ekans, par exemple, il y a le culte des crânes. Mais combien le mélange, le mélange, ils avaient dit que non. Combien là-bas ils avaient dit que c'était faux. Ça veut dire que c'était faux. Non, écoutez, quand on parle, parce que le terme a été galvaudé, quand on parle de Langmembou, vous avez les sorciers des justement parce que tout ce qui sort de notre anthropologie est, j'allais dire, satanisé, transformé et satanisé. À côté de ça, il y a des ouvrages, beaucoup de personnes ont des a priori, par exemple, sur les sociétés secrètes chez les Bamileke. Mais il faut prendre la peine d'aller consulter les quelques ouvrages des Camerounais pour comprendre ce qu'on appelle boire le kadi. Par exemple, Dominique, vous avez un bon Mbok qui vous a donné celui dans le Mbok, les neuf sociétés secrètes par dans exemple, le Mbok. Ça c'est différent. Les Ewondo en ont parlé, les femmes en ont parlé, c'est différent. Les gens malheureusement aujourd'hui sont tellement éloignés de ces réalités. C'est pour ça qu'on dit que je dis généralement que le développement de notre pays passe par l'enchevêtrement d'un certain nombre de choses. Vous savez, vous parlez, ce qui m'anime en réalité, l'état d'esprit qui m'anime, c'est de dire aux Camerounais, cassez votre télévision. Je ne sais pas si c'est de casser enlevez-moi vos bouquets de n'importe quoi, achetez des livres pour vos enfants à la maison. Michel, on a un programme culture et tradition. Par exemple ici, c'est vrai que ça ne peut pas se substituer à un livre parce qu'on ne peut pas tout mettre en 2 heures d'émission, mais c'est un début. On devrait commencer à promouvoir ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation, j'ai envie de dire, comme Mamadou Koumba disait, on ne connaît l'utilité des moments on ne connaît l'utilité des fesses que quand vient le moment de s'asseoir. À un moment, on va arriver à une société où personne ne pourra plus rien dire de ce qu'il vient. Combien de personnes connaissent la signification de leur nom? Combien de personnes connaissent l'alphabet en leur langue? Le docteur Bidias, je vous réponds. Le docteur Bidias Sangon avait écrit un livre sur la valeur du nom
en Afrique, cas du Cameroun, il a parcouru. Ça devait. Moi, je vous dis que c'est. Vous vous rappelez, Manu Dibango était arrivé au Cameroun dans le cadre, il venait récupérer des artistes pour les amener à l'étranger pour faire un tour parce qu'il regardait la vie des artistes. Les gars étaient dans une souffrance. Alors, il réunit les artistes et les artistes vont témoigner. Et les gars disent, ok, voilà la partition. Tous les gars sont arrivés, ils avaient les partitions devant eux. Alors Manu Dibango dit, on va à 3. Alors 1, 2, 3, go. Chacun dit que c'est là. Manu Dibango, merci. Vous faites de la musique sans lire les partitions. Il allait acheter les livres de Eno Belinga. Il a fait commander le livre de Eno Belinga, qui est un très grand musicologue camerounais, professeur. Combien allez lire, allez faire au moins l'école. Et préciser que Eno Belinga était professeur en sciences de la terre. Voilà. Donc il faut d'abord savoir ça. Et enseignant de musique. La lecture pour tout le monde est... La lecture est pour le cerveau ce que le sport est pour le corps. Et pour le corps, oui. Donc, si on veut avoir une identité, si on veut savoir où on vient, d'où on vient, pour pouvoir se déterminer et savoir où on veut aller, on a besoin d'avoir des prérequis. Je voudrais bien sûr vous l'emprunter, Dominique Audrey. La lecture, c'est de la nourriture pour le cœur, l'esprit et l'humanité. Tout à fait. Que les Africains qui nous regardent ce matin prennent sur eux l'engagement, au moment où nous parlons, de voir comment s'exclure de tout ce qu'il y a comme chaîne de télévision étrangère qui ne nous apporte rien, de voir comment sauver nos enfants. Quand je le dis ici, que les enfants que nous accouchons, je dis, lorsque tu es en âge de lire, c'est moi, papa, qui va acheter des livres de Sankara. Il ne suffit pas d'être en âge de lire, Michel. Michel, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Il ne suffit pas d'être en âge de lire. Parce que si vous attendez que l'enfant ait l'âge de lire, il ne lira pas. Non, laisse-moi. Vous lisez d'abord pour qu'il écoute, même quand il n'est pas en âge de lire. On poursuit, Karine Sontia. Lorsque l'enfant est en âge de lire, vous commencez à travailler le cerveau de l'enfant sur le type d'ouvrage auquel il doit s'adapter au quotidien. Surtout, n'oubliez pas que nous sommes des Africains, la colonisation est encore là, et même l'ouvrage que l'on met à notre disposition est colonisé. Alors, il faudrait donc que les écrivains africains reprennent réellement le travail de l'écriture. Il faut donc reprendre les programmes scolaires. Les programmes scolaires, mais surtout que les enfants comme tout le monde. Et lorsqu'ils sont en âge de lire. Qu'on mette les musées nationaux, qu'on mette notre musée national, la bibliothèque nationale. Les enfants, dès qu'ils sont en âge de lire, on vous prend. À 7 ans, c'est moi, papa, qui commence à vous dire, voici les... Donc, vous me lisez ces livres, me faites... Mais il faudrait que ce soit adapté pour... Tous les jours. Michel, non, que ce soit adapté ou pas. Adapté pour il faut Vous savez pourquoi la Bible continue? Moi, je ne sais pas pourquoi on sacralise la Bible et au détriment, parce que les gens vont dire, aujourd'hui, on est à l'ère numérique et tout, on est passé à autre chose, mais... Tout le monde continue d'avoir une Bible physique. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Michel, il y a une chose que je veux relever. L'initiation à la lecture est dès l'enfance, dès le bas. Donc, avant que vous n'appreniez à lire, je m'explique. Ailleurs, c'est parce que c'est ailleurs là-bas, quand l'enfant ne connaît même pas encore lire, on lui raconte des histoires. Des contes. Vous connaissez les histoires qu'on raconte ici au Cameroun, en Afrique? L'histoire de Blanche-Neige. Pour ceux qui racontent mes histoires. Non, mais ça existe. Ça commence par comment bercer un enfant. Voilà. Est-ce que vous savez bercer? On commence par là. Après cette étape, après l'étape des histoires, il y a les livres d'histoire pour enfants avec des dessins à l'intérieur qui indique à l'enfant que voilà ce qui se passe dans l'histoire à travers les dessins. Oui. C'est comme ça qu'on initie l'enfant à la lecture. Parce que les images accrochent et ça fait en sorte que l'enfant est obligé de lire pour savoir ce que disent les images. Merci beaucoup Karine Sontia. Nous aussi on est passé par Kwaku. Hein, oui. Quand vous lisez les contes la nuit avant de dormir? Ben, non, moi, j'ai pas lu ça. On m'a pas fait ça. Hein? Non, on nous fait ça, on nous a dit, allez vous coucher. Non, ce que me dit, non, il y avait les contes du Cameroun, les contes d'Amadou Koumba. Effectivement. On a eu surtout, le nom peut m'échapper, Mamadou Ebineta. Voilà, Mamadou Ebineta, on a lu ça. C'est le seul livre que moi j'ai lu à l'école. Mais moi, ce que le plus grand souvenir que je porte encore jusqu'à présent, c'est, je ne sais pas si vous avez connu, mon livre unique de français d'Alvin Ekoto Ebolo. Je ne sais pas si vous avez connu. Voilà, on était encore très jeunes. Mon livre unique de français et le livre de français et dans ces livres de lecture, c'était des recueils, des livres
africains. Ok. Il y avait un ensemble justement d'extraits des livres africains qu'on y mettait. Et c'est où on a appris les Bernard Dadier, on a appris les Semben Ousmane, on a appris les Kamaralai, etc. Le titre exact était mon livre nu de français et de l'écolier africain. Monsieur Michel Ngachou, il y a quelqu'un, deux auteurs que je m'attendais que vous citiez, vous ne l'avez pas fait, René Philombe et Pabé Mongo. Effectivement. Voilà, merci beaucoup. Allez, deux grands auteurs. Celui qui n'a pas lu ces personnes est passé à côté de René l'histoire. Philombe, Voilà. il était de Bastienga, si vous voulez. Non, mais on a connu Jean Eka. Le message, je vous en prie. Le régime prend toujours des pourboires, même pour établir un acte de naissance. On perturbe la connexion Internet. Bibliothèque nationale, c'est petit. Chez nous, c'est bibliothèque internationale. Peter Aaron. Le Cameroun voit grand, il n'y a pas de bibliothèque nationale, mais on a des bibliothèques internationales. Le poteau même est fini, on achetait et échangeait nos livres scolaires jadis. Andokoti, tous les livres, c'est colo. Tout est fait pour tuer l'intellect du Camerounais dans ce pays. Cette bibliothèque est même méconnue à 90% des populations. L'édition spéciale Affaires d'âme, un autre message ce matin. Waouh. La descente aux enfers du Cameroun a commencé. Vraiment, hein, on va pas lire. Nous. C'est pas évident. Non, mais il faut lire, Karine. Non, c'est pas les messages en rapport avec. Il faut donc demander aux téléspectateurs de laisser plutôt des avis sur les sujets qui sont portés sur les antennes, parce que beaucoup font plus de commentaires que de donner leurs avis justement sur les différents sujets. C'est assez dommage parce qu'à un moment donné, on parvient. Il y avait des livres de contes camerounais qu'on lisait étant petit, qui se rappellent de ce livre-là. J'ai envie de commander je ne retrouve plus. Aujourd'hui, le ministre de la Culture, avec tous les financements, je dis bien tous les financements qui viennent à l'international, devrait mettre à disposition des jeunes Camerounais des dessins animés sur Richard Bona, des dessins animés, des bandes dessinées sur Manu Dibango, des bandes dessinées sur Rachel Tchungi, des bandes dessinées sur Akeloba. On devrait mettre cela, même sur les Dédé Yango, parce que Dédé Yango aujourd'hui, il fait partie des vieux sur l'histoire. On devait revenir des bandes dessinées sur, comment vous appelez, le Black Steel. On devait revenir sur ça. Dans ce pays qu'on n'a pas d'emploi, le chômage a atteint un niveau exceptionnel, et pourtant il y a de la compétition, il y a du travail. Mais quand on était au lycée, Michel, je t'assure qu'il y avait des gens, des camarades de classe qui faisaient des BD. Ils faisaient des compétitions de BD. C'est incroyable. Il y a tellement à faire au Cameroun. On peut même faire une bande dessinée sur le président Biya. Les secrets de sa longévité. On peut faire une bande dessinée. Vous donnez l'idée là. Une bande dessinée, les secrets de sa longévité. Mais attendez, c'est un fait. Les secrets, on retrace son parcours. Je vous assure, ce sera un best-seller. Je peux quand même vous dire qu'on a. Ce sera un best-seller. On a piqué les deux moments. C'est ça. Au moins, on sait d'où ça vient. C'est ça. On n'a même pas de dessin animé digne de ce nom. Voilà exactement. Ça, c'est Maurice Israël Malang qui parle de l'expérience que vous avez partagée ce matin. Il dit que voilà exactement ce que je fais avec mes enfants ici chez moi. C'est Mongo Betty, Ferdinand Oyono, Jean-Marc Ella, Engelbert Vin. Il parle des livres qui se lisent chez lui. Ça va être des livres de chevet. Mongo. Il y a un qui proposait, qui dit que Charles Armel aurait dû être directeur du musée ou de bibliothèque. Pas encore. C'est un cours de téléchargement. Les enfants. Les opportunités, c'est là où ça nous a. Les enfants, Michel Ngachou, les enfants on prêche par l'exemple. Sinon, tu cours dans le sac avec les enfants. Commencez par lire vous-même. Non. À l'époque, voilà comment les parents faisaient. À l'époque, tous les parents rentraient avec un journal tous les jours. Lorsque le père rentrait avec le journal, il finissait de lire, il passait en disant qu'il y a un truc que je n'ai pas lu là. À la page 4, pardon, lis un peu, après tu vas m'expliquer, je suis fatigué. Il part prendre sa pause. Avant de ressortir pour aller au travail, il demande, tu as lu? Oui, on a dit quoi? Tu lui fais un filet. C'était comme ça. On entrait dans des maisons, on trouvait sous la table, le guéridon, des piles de presse qui étaient posées.
Aujourd'hui, les gens ont des armoires chez eux, des livres juste pour orner. C'est le parent qui inculque, comme on dit, c'est le parent qui stimule. Si vous arrivez à la maison, vous dites, messieurs, samedi après avoir fait le ménage, télévision éteinte, chacun un livre. J'aime bien voir ça. Faites un challenge même sur Facebook, vous aimez bien ça. Papa à la maison avec ses enfants. Un livre en famille. Un livre en famille. J'ai deux éléments à vous raconter rapidement. Le premier élément, c'est une dame qui déménage de chez elle. Et lorsqu'elle déménage, son mari n'est pas là. Et quand elle déménage, à l'insu de son mari, effectivement, parce que son mari sait justement qu'ils vont déménager. Et quand elle déménage, tout ce qui est meuble, elle s'en occupe très bien. Mais les livres, vêtements, mais les livres, elle déménage de la précédente maison pour la nouvelle maison. Elle porte les livres, elle met dans la cour. Et il a plus dessus. Le monsieur revient de son voyage, il se rend compte que les livres sont dans la cour. Alors dites-nous. Personne n'est dehors. Non, c'est incroyable. Incroyable. Deuxième élément, justement, voilà un monsieur qui a des enfants. Lui, d'ailleurs, la proposition, Charles met une très belle proposition. Oui. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais pour amener mes enfants à lire? C'est un ancien cadre de la Sonara, et il se reconnaîtra, qui disait, ben écoutez, je vous donne les livres. Moi, je voudrais des nouveaux mots. Voilà. Je vous donne des nouveaux mots. Je veux des nouveaux mots. Et un nouveau mot va vous valoir 5 francs ou 10 francs. Les gars tombent dans les livres. Les gars mâchent les livres. Et quand tu lui rapportes les nouveaux mots, c'est avec des définitions à l'appui. Vous vous rendez compte que pendant 10 ans, l'enfant devient un gars qu'on ne peut plus tenir. Mais maintenant, le plus important... Il va ressembler à un politologue là qui nous fatigue. Parce que le politologue, chaque fois qu'il prend la parole, il va avoir... Le politologue, le message c'était le meilleur livre de français, Alvin et Koto et Bolo. Il a dit ça, je passe ça. Le politologue en question est connu. Il a des mots très compliqués. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de lire. Au deuxième paragraphe, vous êtes fatigué. Mais c'est des belles politiques en même temps que les parents devaient mettre en place pour amener les enfants au livre et surtout interpeller le gouvernement camerounais à nous restituer la bibliothèque nationale. Maman Benga, je voudrais, le temps que les messages chargent chez Karine, que vous nous reveniez quand même sur l'anecdote de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Plein d'Africains ne savent pas l'histoire, ne savent pas que c'était en Égypte, ne savent pas justement que c'était une bibliothèque qui était placée sur des kilomètres et qui, lorsque les Européens sont venus apprendre, notamment Thalès, Pythagore et bien d'autres, lorsqu'ils ils ont incendié la grande bibliothèque d'Alexandrie. Bon. Vous revenez un peu sur l'histoire? Oui, tout à fait. D'abord, il faudrait dire que la civilisation ne commence pas en Égypte, ça commence dans la région des Grands Lacs, avec la tribu qu'on appelle les Batois. Les Batois. Oui. Et avec le peuplement de la vallée du Nil, l'Africain qui est la première civilisation, parce qu'on a vécu au moins pendant 5000 ans avant que notre civilisation n'arrive. Il est donc, lui, puisque tout est spirituel, l'esprit a donc sondé les profondeurs de Dieu. Ils ont dit il faut consigner les connaissances. Donc, toutes les civilisations se sont donc convergées vers l'Égypte à travers, parce que quand on vous parle des rois mages, vous pensez que c'est Jésus. Non, nous on sait lire la nature, on sait où les idées intellectuelles, scientifiques vont prospérer. Et tu es donc arrivé là au niveau du Nil où il fallait rassembler un certain nombre de choses. Ça commence d'abord par la ville où le soleil arrive. Ça s'appelle... en réalité, c'était Iniu ou Héliopolis quand les Grecs sont arrivés, justement avec leur éthique aujourd'hui. Il fallait donc installer tout le savoir. Voilà comment ça a été construit. C'est pour cette raison que la première maîtrise du fer vient du Cameroun, dans la région d'Endom et de Maton, pour aller là-bas rassembler un certain nombre de choses. Donc, il fallait rassembler toutes les découvertes et tout dans cette bibliothèque-là, et pour que la connaissance mondiale et des antériorités. Donc chacun y allait pour y déposer sa connaissance, ainsi de suite. Et quand les Blancs, parce que ça aussi il faut le dire, il y a 6000 ans que le noir a dit que le blanc est lui aussi un être humain. Parce que notre hospitalité fait qu'on le prend comme une race supérieure. Non, j'ai dit bien, il y a 6000 ans
que le noir a décidé que le blanc est aussi une personne humaine, précisément parce que par des périodes, des méthodes de glaciation, la mélanine a changé au fur et à mesure parce que tous les Europes étaient peuplés par le blanc. Et on les a donc acceptés. Mais sauf que quand ils viennent, donc ils trouvent cela, ils ont un esprit prométhéen, c'est-à-dire de conquête. On commence à détruire, à faire comme si les premiers peuples ne servent à rien et tout. L'un des faits marquants, juste pour ajouter un peu de l'eau, la Grèce, l'un des faits marquants, c'est la Grèce. La Grèce, c'était des Noirs. Oui. Ça, on n'a jamais dit que les Grecs étaient des Noirs. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Blancs se sont rendus compte que ça frappait en termes de similitude, ils ont cassé les nez, ils cassaient les nez et les bras pour qu'on puisse voir les doigts. Vous allez vous rendre compte que toutes les statues, les sculptures oui, grecques, on a cassé les bras, on cassait toujours les bras et les pieds. Même la plante des pieds, on s'arrangeait parce qu'on ne voit pas les orteils. On cassait les nez, parfois la bouche même. Et on cassait pour éviter qu'on ne voit ces similitudes. Mais la Grèce, c'était des Noirs. Et Thalès et Pythagore dont sont venus, ils ont pris dans les papyrus pour aller publier en leur nom. En réalité, Thalès n'a rien découvert. Pythagore non plus. Mais en même temps, putain, vous êtes non découvert jusqu'à présent. J'ai dit que les propres, ils ont pris, ils ont volé. Quand vous entendez parler axiome de Thalès, c'est pas lui. Il a volé et publié à son nom. Monsieur Michel. Théorème Pythagore également. Ça, c'est connu. Tu sais, quand Diop l'a démontré, en février 1974 à Alexandrie. Le cubisme naît de l'Afrique. Le cubisme aujourd'hui, tant vanté en France, on vous parle du cubisme et tout, c'est en Afrique. Les Picasso. Mais pourquoi on nous explique que l'Afrique n'a pas de philosophie? Mais ça ne faut pas vous fier à cette... Après, on vous a dit que c'est Jésus le sauveur. Non, bon, laissons ce débat, il faut savoir. On a tellement enseigné, je vous en prie. Merci à vous, merci mesdames et messieurs. On marque une légère pause et on se retrouve. Ce matin, la présence, comme chaque jour, de Constilamine qui est avec nous sur le plateau B avec le concept Salaka. Et vous êtes là ce matin avec les languettes médicales Constilamine. Bonjour. Bonjour Michel Gatchou, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin, bonjour à la technique, bonjour bel et bien à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et à ces téléspectateurs, je leur dis merci de faire toujours confiance à la chaîne du peuple, à la chaîne qui vous permet de faire des achats sans se déplacer grâce au concept Salaka de Constilamine. Parlant bien sûr de Constilamine, il vous permet de vivre pendant 3 semaines encore jusqu'au 5 décembre 2020, une véritable double réduction à l'occasion bien sûr de la célébration de ces 20 ans de carrière. Donc les languettes médicales, vous les avez encore et encore à 6 000 francs la paire de languettes médicales. Nous allons tout de suite rappeler les avantages de cette languette médicale. Il faut déjà rappeler que nos pieds ont parfois des problèmes. Nos pieds ont parfois des douleurs. Donc aujourd'hui, pour éliminer totalement les douleurs au niveau de la plante des pieds, il y a un élément. Et cet élément, c'est bien entendu les languettes médicales que vous retrouverez en vente du côté du magasin 1001 tapis. Comment utilise-t-on ces languettes médicales? Il suffira tout simplement, dès que vous les avez achetées, vous les mettez à l'intérieur de votre paire de chaussures, que ce soit la tennis, que ce soit la randiesse, que ce soit les bottes et même les godasses. On peut mettre les languettes à l'intérieur de sa paire de godasses, question de pouvoir très très bien faire son sport. Cette languette médicale vous permettra d'éviter les douleurs au niveau de la plante du pied. Oui, c'est important c'est-à-dire d'éviter les douleurs. Ceux qui ont du mal à dormir, ceux qui ont du mal à courir, ceux qui ont du mal à sauter, il est important d'utiliser régulièrement les languettes médicales. Alors c'est quoi sa particularité? Ces languettes médicales ont déjà cette particularité-là
qu'elles peuvent s'adapter selon votre pointure. Oui, je dis bien, chacun peut les utiliser, que ce soit la pointure 30, la pointure 40, la pointure 45, on peut l'adapter selon sa pointure. Une autre particularité, c'est quoi? C'est que ces languettes médicales sont disponibles en deux modèles. Il y a un modèle uniquement pour les femmes et un modèle uniquement pour les hommes. Alors là, on a ce modèle qui est le plus grand, qui est le grand modèle, c'est uniquement pour les hommes. Une paire de languettes uniquement pour les hommes. On a également le modèle, le petit modèle, c'est pour les femmes, hein, mais ce modèle peut s'adapter selon la pointure de l'utilisateur. Oui, alors chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, venez au magasin 1001 Tapis et commandez votre paire de languettes médicales. C'est original, c'est particulier, c'est innovant. Il n'y a que Constylamine qui vous permet au Cameroun et en Afrique d'avoir les languettes médicales qui permettent d'éliminer les douleurs à la plante du pied. Parlant du prix, le prix de promotion est de 6 500 francs la paire de languettes médicales. Mais dans le cadre de la célébration de mes 20 ans de carrière, je vous donne la paire de languettes médicales à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Donc profitez de cette promotion et commandez dès à présent votre paire de languettes médicales. Que vous soyez à Garoua, en Balmayo, en Golemendouka, à Bafan, à Babanchou, chacun devrait avoir sa paire de languettes médicales. En ce moment, vous l'avez à 6 000 francs la paire de languettes médicales. Le Dimbea Motote aille au magasin 1001 Tapis. Just no, on a camp pour magasin 1001 Tapis. En tech, il y a languette médicale. Thank you plenty. Merci beaucoup Constylamine. Eh bien, merci pour l'offre en même temps et surtout bonne célébration pour vos 20 ans de carrière qui d'ici le 4 décembre prochain, nous serons à vos côtés pour vous encourager pour cette belle initiative. De retour avec la grande famille, Charlemagne Bathiou, c'est vendredi, tout est permis, oui, disons-le ainsi. Karine Santia, vous avez un sujet pour nous en ce qui concerne quelques remous perceptibles sur les réseaux sociaux. Oui, le premier remous, c'est notamment ce qui concerne les enseignants, oui, parce que depuis cette rentrée scolaire avec le phénomène des mi-temps, les enseignants n'arrivent pas à s'en sortir parce que les enseignants qui donnent cours le matin sont parfois les mêmes qui doivent encore revenir en soirée donner les cours. Il y a un problème d'effectifs que soulèvent ces enseignants-là et dans certaines écoles aujourd'hui, on a entamé même avec les rattrapages du samedi. Donc, dans plusieurs lycées aujourd'hui, les élèves vont à l'école le samedi pour faire les cours de rattrapage alors qu'on a toute une semaine pour faire cours. Seulement, ce n'est que 4 heures de cours le matin. Voilà, donc on parle aujourd'hui d'un déficit d'enseignants dans les établissements au Cameroun et avec le système des mi-temps. Oui, avec Dominique Audrey, vous aussi, vous en souffrez autour de vous, vos enfants, vos proches, tous les jours, vos cadets, vos cadettes? Tous les jours. C'est la raison pour laquelle la semaine dernière, j'ai posé la question de savoir. En temps normal, on n'achève généralement pas les programmes en salle de classe. Et on est parfois à 6 à sensiblement 8 heures de cours par jour, si je ne me trompe. Mais maintenant, on a divisé ce temps en deux, ce qui fait que si on part à l'école à 7h30 et qu'on finit à 12h30, on a sensiblement 4 heures de cours. Comment est-ce que ça va se faire pour qu'on achève les programmes? Comment? Aujourd'hui, on a des effectifs qui diminuent dans certains établissements et on a le temps de travail qui a doublé pour ces enseignants-là. Est-ce qu'on a pensé à leur faire des ajouts, des rajouts dans leur salaire? Je ne pense pas. Mais là, le problème fondamental, c'est le déficit d'enseignants parce que il y en a qui sont censés dispenser les cours le matin et revenir en soirée. Le soir. C'est bien dommage parce que selon certaines indiscrétions, c'est qu'il y en a qui jonglent, comme on dit souvent au quartier, qui ne viennent pas, parce qui sont absents. Ils ont choisi les vacations qu'ils font ailleurs. Simplement parce qu'il y a des établissements qui n'ont pas opté pour la mi-temps. Donc maintenant, c'est pour ça que tous les jours, on interpelle Madame Nalova Lyonga, qu'elle revoie, parce qu'il y a même la sécurité de ces enfants-là qui est mise en jeu. Il y a le problème avec l'achèvement des programmes. Comment vont faire les classes d'examen? Est-ce qu'on va tenir compte des programmes inachevés? Donc il y a eu
trop de problèmes, d'incongruités. Et la récrimination des enseignants, c'est de n'avoir pas été consultés préalablement avant l'implémentation de ce nouveau mode de fonctionnement-là. Et forcément, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on va dire que le Covid-19 a été, c'est l'une des conséquences du Covid-19 qui risquerait d'abrutir nos enfants aujourd'hui? Non, le Covid depuis 2018, le délégué régional de la région de l'extrême nord avait fait une note où il disait que qu'il avait un déficit de 4800 enseignants. 4800 enseignants dans l'extrême nord. Donc, et je me rappelle encore, lorsqu'on avait lancé le recrutement de 25 000 fonctionnaires, le ministre Bapès des enseignements secondaires de l'époque avait dit que même les 25 000 ne suffisent pas pour son seul département ministériel. Ça veut dire qu'il y a un déficit. Mais le problème également, c'est qu'on est resté pendant 5 ans, où il y a eu 5 promotions de l'école normale supérieure qui n'avaient pas été intégrées. Donc, vous voyez donc dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Où, aujourd'hui, au lieu, oui, Covid peut-être, mais au lieu de promouvoir la médecine traditionnelle, bon, peut-être vous pouvez laisser les bombes, parce que l'association des sorciers n'est pas appropriée, mais ils ont au moins Cléda. Qui sont voilà, et apparemment ça a été validé. Une solution. Pourquoi on ne peut donc pas faire la promotion? Parce que là on va faire d'une pierre deux coups. Au même moment, on a des gens qui sont en santé, on a la promotion de la médecine douce, et vous avez les enfants qui vont à l'école et qui justement dans la pharmacopée que nous proposons, on augmente le système immunitaire du corps. On renforce le système immunitaire du corps. Donc, en réalité, ça aurait dû permettre d'être même une espérance, puisque Covid ne finira pas. On ne vous trompe pas, c'est une grippe qui sera là jusqu'à la fin de... Si l'humanité tenait fin, jusqu'à la fin de la vie. Ce qui est surprenant, c'est qu'au début de la maladie, au début de la pandémie du Covid-19, notamment au Cameroun, on a eu des centaines de propositions des Camerounais, notamment un médecin, enfin un chercheur médecin de la médecine douce, si on va le dire ainsi, que nous avons, vous et moi, reçu sur les antennes d'Equinox Télévision, qui est venu nous dire: moi je donne des solutions aux élèves avec ce qu'on appelle le bonbon Corona. Souvenez-vous. Il était derrière lui le porte-parole à l'Assemblée nationale. Effectivement, pourquoi ne pas se servir d'un pareil docteur pour dire: nous allons ramener les cours comme ça se faisait à la normale, 7h30, 15h, et vendre des bonbons aux enfants, vendre des bonbons aux familles pour qu'ils puissent avoir une prévention. Justement, il faut simplement considérer que Corona, c'est une maladie qui va entrer désormais, dans le fichier des maladies du monde. Voilà. Et il en sera ainsi. Les méthodes, c'est comme la grippe. Mais maintenant, comment sauver alors l'éducation des enfants? Justement. Lorsque les enseignants désertent des établissements, ils viennent dispenser des cours en catimini. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les enseignants seront fatigués. Ils vont peut-être tenir ce premier trimestre à partir de janvier, février. Ils seront fatigués. Ils ont peut-être, ils dispensent 18 heures par semaine. Ils vont aller à combien? 36 heures, 40 heures? Est-ce qu'à un moment donné, les parents... Et en plus, ils ne sont même pas bien traités. Est-ce que les parents qui nous regardent en réalité ne devaient pas se dire: chaque soir, lorsque mon enfant rentre, je prends son cahier, je me rassure que l'enfant ait eu le cours véritablement, premièrement, oui, parce qu'il y a un emploi du temps. S'il n'y a pas eu ce cours, est-ce que les parents ne peuvent pas porter leur voix dans une revendication normale et dire leur frustration de fait à cause du Covid et à cause de la mauvaise organisation autour de l'école? Monsieur Michel Ngachou, dans un établissement scolaire dans la zone de Douala 5, l'enseignant d'anglais, c'est une dame, elle n'est venue qu'une seule fois. Depuis la rentrée, elle n'est plus jamais venue. Elle a envoyé juste des devoirs par l'une de ses collègues pour évaluer les enfants. Dans la zone de Douala 3, monsieur Michel Ngachou, on a un professeur de philosophie qui n'est jamais venu. Il a demandé à ses élèves d'aller lire les cours de seconde. Qu'est-ce que ça vous fait rire? Je vous dis, allez lire les cours de ça fait rire parce que c'est fou quand même. Donc, monsieur Michel, quand vous voyez ça, n'oubliez pas notre fait. C'est qu'on a diminué des programmes. Il y a des programmes qu'on a retranchés du système. Je prends le système anglophone, le sous-système anglophone. Vous savez que le Form 1 et Form 2, ça se suit.
Si vous volez le cahier d'un enfant de Form 1, vous l'avez tué. Parce que Form 1 et Form 2, ça se suit. Vous avez donc des enfants qui arrivent à l'école, ils ont des matières qu'on a enlevées, mais qui étrangement vont apparaître en Form 2. Les enfants dont les programmes ont été enlevés sont obligés de se demander on va faire comment. D'où les cours de samedi. Les cours de samedi, c'est pour les 4 matières qui ont été supprimées, M. Michel Gachou, pour alléger le temps. Finalement, c'est 6 jours de cours. Non, on a supprimé des cours parce que les enfants partaient de 7h30 à 15h30 pour toutes les classes. Lorsqu'on ramène à 12h, donc vous faites 7h30, les enfants à 7h20, 7h20, 12h30. Vous avez combien de matières? Une matière. L'après-midi, c'est alors grave. L'après-midi, c'est déjà oublié. L'après-midi, ils ont combien de cours? Non, l'après-midi, c'est encore combien? On a supprimé, on a retranché des programmes. Donc, chaque parent qui est soucieux de son enfant va chercher à se rapprocher du professeur en disant les matières qu'on a supprimées, de peur que ça ne le pénalise en forme 3 ou en forme 4, il faut faire des rattrapages. Et c'est ça le rattrapage. Donc, vous plaignez juste de la mi-temps. Mais vous oubliez qu'il y a des programmes, c'est des enfants bêtes qu'on est en train en réalité. Plus tard. Mais peut-être le mot bête peut choquer. Non, c'est ça. C'est qu'on va cultiver l'idiotie chez les enfants. C'est plus doux. Et oui, peut-être c'est plus doux, mais quand vous dites bête, il y a des parents qui ne peuvent pas comprendre. Ils diront que vous êtes des enfants de bêtes. Mais il faut dire que le système national, le système éducatif national est dans une culture de l'idiotie des enfants avec ce système de mi-temps. La dernière heure, on a détecté 24 enfants qui étaient je vous en prie. Malades. Je vous en prie, Charles Amel. On va peut-être chuter rapidement. Le temps d'aller retrouver Constille Amine à nouveau avec le produit Von Bio ce matin. Vous êtes à nouveau avec nous, Constille Amine. Bien entendu, Michel, hein, tu sais, ma mission est de vendre, comme les gens aiment dire au quartier, j'aime vendre. Ah ben oui, parce que ce mot est également un mot qui se répète de plus en plus dans les quartiers. J'aime vendre. Ah ben oui, j'adore la vente. Ah ben oui, raison pour laquelle je reviens une fois de plus pour éduquer les téléspectateurs de cette émission, pour leur représenter notre gamme de compléments alimentaires, notamment la gamme Von Bio, qui est une gamme qui est bien composée, hein, il faut le rappeler. Hein. La gamme Von Bio, c'est plus de 10 compléments alimentaires parmi lesquels vous avez le Von Bio Oméga 3 que voici, ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet permet également de pouvoir stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de combattre le rhumatisme, les crampes, les fourmillements. Donc tous ceux qui ont ces problèmes-là, je vous conseille bien entendu de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. C'est une gélule par jour pendant le repas et il est sans effet secondaire dans l'organisme. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, vous avez également d'autres Von Bio tels que le Von Bio Lotion qui est ce véritable lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Donc j'interpelle vivement tous les diabétiques qui nous regardent ce matin de bien vouloir se rendre du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, et de pouvoir acheter leur lait de toilette pour diabétiques. Ceux qui ne sont pas dans la ville et qui ont besoin de commander, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit le lait de toilette pour diabétiques, que ce soit les autres Von Bio tels que le Von Bio Détox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, il suffira tout simplement d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun, dans certains pays africains, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée équatoriale, on peut acheter les compléments alimentaires vendus par le concept Salaka. Alors parlons donc du prix. Nous allons commencer par le Von Bio. Vous avez le prix normal de promotion est de 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 6 000 pour une boîte de 30 gélules. Mais alors, à l'occasion de la célébration de mes 20 ans de carrière, vous avez la boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs jusqu'au samedi 5 décembre 2020. Donc, chers téléspectateurs, fidèles consommateurs de Von Oméga 3, profitez de cette double réduction pour acheter une boîte de 30 gélules à 5 500 francs au lieu de 6 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Cette offre est valable également
pour le lait de toilette Von Bio Lotion, au lieu de 6 000 francs, vous l'avez à 5 500 francs, votre lait de toilette pour diabétique. Et n'oubliez surtout pas, dès que vous achetez, que ce soit, vous achetez un complément alimentaire, on vous remet un guide d'utilisation comme celui-ci qui vous permet d'avoir toutes les informations sur l'utilisation, les éléments qui sont à l'utilisation, l'adresse mail des laboratoires. Donc n'hésitez surtout pas. Nous allons conclure la vente de ce matin, chers téléspectateurs, tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que la pommade contre les hémorroïdes est toujours disponible au magasin 1001 tapis. Soyez prudents, soyez conscients, soyez prévoyants, évitez d'utiliser n'importe quoi. Vous voulez éradiquer les hémorroïdes, la solution c'est de venir au magasin 1001 tapis. Vous me regardez en ce moment, vous connaissez quelqu'un qui en souffre, donc venez au magasin 1001 tapis. Appelez le concept Salaka et commandez votre pommade contre les hémorroïdes qui est également en promotion au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Merci Constilamine, hein. Merci beaucoup, merci à vous. Charlamel Mbachou, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission chaque jour. Nous sommes avec vous, madame, messieurs. N'oubliez pas qu'entre la lumière du jour et le noir de la nuit, la lumière va toujours avoir une place importante. Jamais le noir. À demain. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la